Ouais, salut, tu m'entends? Ça roule? Ça roule, à fond les ballons. Ok. Qu'est-ce qui se passe avec Discord? T'arrives pas à m'autoriser? Arrête, n'inverse pas les rôles. C'est toi qui n'arrivais pas à te connecter, mon salaud. Tu disais que c'était privé, mon... Non, c'est... Ah, si, j'arrive à me connecter, c'est-à-dire que j'ai vu ce que tu m'as envoyé sur Discord. Voilà, et tout de suite, voilà, l'inversion accusatoire, tout de suite. Ah oui, non mais attends. Ça, c'est bien... accusatoire. C'est la base. Ça, c'est bien socialiste. Putain de socialiste de merde. Ah oui, non, mais oui, non, mais, je sais bien, tu sais très bien qu'on est tous les deux des socialistes. Ah. On pratique l'inversion accusatoire, mais l'inversion accusatoire, je suis désolé, mais c'est la base de tout. Non, en étant plus sérieux, oui. Tu sais, tu as un salon interview de EV ou un truc comme ça. Oui. Et j'ai beau accepter ton invitation, ça me fait comme au début la dernière fois, un salon verrouillé. Donc je pense que tu dois pouvoir le déverrouiller d'une façon ou d'une autre. Bon, eh ben écoute, merci, j'essaierai de voir ça. Demain, demain je regarderai, merci. Alors attends, c'est qui le mec qui cause VV? Alors attends, c'est la folie, parce que là, bon, on est sur mon chat, hein, donc c'est en catimini. La censure YouTube, tu comprends bien ce que c'est. Non, toi t'as pas été censuré. Alors, on est 15 visionnages en direct, si jamais mon compteur est OK. J'ai moins picolé que la dernière fois. Comrade, je suis avec Comrade. Yeah. Salut Comrade. Merci. Alors, et tu fais partie. Alors, parce que là, je m'étais dit, bon, allez, il y a un peu de monde, je sais pas pourquoi. Tu sais, des fois, ils sont 15 mecs, alors que d'habitude, on est 5. Et donc, je me suis dit, je vais voir si quelqu'un est dispo. Et tu m'as dit, ouais, je sais pas trop, je suis pas chaud. Là, je suis en train de relire Karl Marx et tout. J'hésite entre lire le Coran ou Karl Marx et tout. Donc, bon, t'étais pas trop chaud. Puis finalement, si, tu as répondu présent. J'ai mal interprété. Ah, pardon. J'ai mal interprété. J'étais en train d'écouter. En fait, je me suis fait une playlist avec Vianney, Christine and the Queen et Maître Gims. Ah oui. Et donc je me régalais. Ah ouais, je m'ambiançais. Je me mettais bien. C'était vraiment nickel. Ah bah c'est super, ça c'est génial. Bon, et Comrade, je voulais te remercier pour ta patience la dernière fois parce que alors c'est vraiment pas de moi, tu vois, mais la dernière fois j'avais trop bu de l'alcool en fait. Ouais. Peut-être que c'est moi qui n'avais pas assez bu en fait. Ouais, mais alors, oui, remarque, c'est possible. Il peut se passer une espèce d'alchimie hein, quand t'as deux pébrons qui discutent. Des fois, il se passe quelque chose de magique. Oui, c'est vrai que des fois, c'est étonnant. C'est vrai. C'est systématique, Non, mais non, tu as été très patient parce que j'étais là, j'arrivais pas à aligner 3 mots. Et en plus, c'est quoi, quand j'ai réécouté 30 secondes, là, je viens, le lendemain, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce qu'il est patient, ce Comrade, parce que je suis là, tu sais, j'essaie de te pondre une question, t'as compris la question, et puis tu me laisses pendant 30 secondes finir ma putain de question que t'as déjà compris et tout. Non, t'es super patient. Non, c'est vrai. Ouais, mais après, tu sais, je pense VV, ça vient du fait que tu m'es sympathique, donc c'est gentil, merci. Discuter avec toi, et voilà, je me suis dit, moi aussi, ça m'arrive d'avoir un coup dans le nez. Il y a des fois, je pense que tu étais sur le live quand j'étais avec Tepa, tu sais, dans la taverne des Patriotes. Oui. La caserne. Oui, absolument. J'ai dit la taverne. J'ai dit la taverne, c'est la caserne. Et il m'est arrivé, moi aussi. Ouais, je t'ai entendu, mon salaud, t'avais trop picolé. Et d'ailleurs, je me disais, putain, c'est quand même triste d'entendre un mec qui a trop picolé. Mais je veux dire. Non. Ne déconne pas. Mais j'étais pas au top de mes capacités, c'est tout. Et donc, non, t'inquiète pas pour la dernière fois. La seule chose, c'est que tu m'avais beaucoup coupé la parole et il y a pas mal de réponses que je voulais te donner que j'ai pas réussi à te donner parce que tu partais sur autre chose. Ah ouais, le gros boulet. Mais vas-y, dis, c'était à quel sujet? C'est peut-être trop, c'est refroidi maintenant, ou alors si tu t'en souviens peut-être, mais. Je m'en souviens pas spécialement. D'accord. C'est-à-dire que c'est peut-être des propos, si tu veux, où j'avais un truc à dire pour finaliser, et du coup je l'avais pas dit. Je me rappelle pas, on s'en bat les couilles. Je crois que peut-être j'ai regardé, 70 personnes l'ont vu à cette occasion-là. C'est possible, ouais. Donc c'est pas super grave, et en plus je pense que la plupart des gens ne me connaissent pas, donc c'est pas très important. Alors d'ailleurs, pour les gens qui te connaissent pas, donc Comrade. Donc tu as une chaîne YouTube, tu as combien d'abonnés s'il te plaît sur ta chaîne à peu près, tu sais ou pas? Écoute, la dernière fois que j'ai regardé, je crois que je devais être autour de 6000. Ouais, d'accord. C'est assez anecdotique en termes d'audience.
Mais bon, tu sais, j'essaye pas de faire du putaclic, j'essaye pas non plus d'être forcément d'accord avec mon audience. Je m'en bats un petit peu les steaks, si tu veux, de faire plaisir aux gens. J'ai vu d'ailleurs que toi, dernièrement, bah, tu as pris le risque de te fâcher avec une partie de ton audience parce que tu pensais que... En défendant les juifs en particulière. C'est ça? En défendant les juifs, voilà, et si tu veux, en contrecarrant l'idée qu'il fallait être focalisé sur les juifs. Et bah, disons que j'ai un peu le même état d'esprit, c'est-à-dire que c'est pas parce que l'idée que j'ai ne va pas me rapporter des auditeurs que j'estime nécessaire de la taire. Oui. Mais sinon d'ailleurs, toi les auditeurs, est-ce que tu le sais un peu, si jamais tu voulais jouer le jeu, qu'est-ce qui recherche ton auditoire dans tes propos, dans tes vidéos, selon toi? Qu'est-ce qui leur plaît en toi? Ou alors, quel genre de personne c'est? Qu'est-ce qui résonne en eux quand ils t'écoutent? Je pense que la grosse majorité des gens qui m'écoutent, ce qu'ils aiment bien, c'est la parole d'un gars dans sa voiture qui essaye d'incarner un petit peu de bon sens et de modération. C'est-à-dire que je m'énerve, j'ai parfois des propos un peu extrêmes, mais comment dire, je n'en fais pas des théories absolues. Tu vois. Et je pense que la majeure partie des gens qui m'écoutent aiment bien ça. Et après, bah, y a des gens, si tu veux, ils viennent m'écouter parce qu'ils aimeraient m'entendre dégueuler sur telle ou telle communauté. Et c'est ça qui fait que, bah, au fur et à mesure des prises de position que j'ai, je peux me faire traiter de suceur d'un groupe particulier, de suceur d'un autre groupe. Bah, c'est pas grave, puisque c'est pas les gens en fait que j'ai envie d'attirer, si tu veux. À la limite, si je peux les attirer et les aider à relativiser un petit peu leurs propos, ça me plaît, si tu peux, les faire réfléchir un petit peu, en leur disant pas forcément qu'ils ont tort, mais que la façon dont ils raisonnent est parfois un petit peu extrême et pas forcément constructive. Ouais, mais toi, enfin, je veux dire, comment dire? Quand on entend un mec de droite s'exprimer, on a un peu l'impression, enfin un mec de droite bien à droite, hein, je veux dire, parce que il y a droite et droite, hein, d'accord. Bah, à la limite, pose des jalons, hein, tu vois, avec. Ouais, il faudrait. Jalons, je te dirais. Non, mais j'ai pas de jalons à poser, mais j'allais te dire, quand on écoute un droitard parler, tu vois, un mec qui fait plaisir, ah ouais, putain, il ose, il a raison, tout ça. Peut-être que justement, c'est parce qu'on se dit, c'est un droitard, il ose, il va, en fait, il y a un peu ça, j'ai l'impression, dans l'inconscient collectif, il va plus loin que les autres, il ose, et du coup, les gens sont surpris quand tu mets une modération quelque part, tu vois, c'est un peu ça, non? Oui, je pense que effectivement, il y a des gens qui à un moment se font une idée de ce que tu vas dire et qui sont extrêmement déçus quand ils se rendent compte qu'à un moment, sur une idée particulière, tu vas apporter un point de nuance où ils vont se dire merde, finalement, c'est pas un droitard. Voilà, c'est ça, c'est pas assez pour moi. Mais par exemple, c'est quoi que tu nuances, toi? C'est où que tu rabotes un peu, par exemple? Bah, par exemple, c'est pas une question de raboter, parce que si tu veux, pour moi, raboter, c'est un acte volontaire de dissimulation. Ouais, absolument. Pas mal de fois, si tu veux, j'ai pris position sur la racaille, ce genre de choses. Je pense que toi et moi, on sait très bien qu'on a une sociologie particulière à laquelle on associe la racaille en général. Les Noirs et les Arabes en jogging, oui. Les Noirs et les Arabes, voilà, les Noirs et les Arabes en jogging. Et d'ailleurs, on pourrait regrouper en disant les Africains, parce que les Noirs et les Arabes, ce sont des Africains, ils viennent du continent africain. Oui. Ouais. On peut dire ça, même si c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, un Africain, c'est plutôt un Noir et c'est vrai. Même si on sait que c'est en Afrique, on a tendance à se dire que c'est quand même deux choses différentes. Oui, absolument. Il y a des gens, si tu veux, ils sont très contents de m'entendre quand je dis que... Parce que moi, en fait, je suis devenu un petit peu strictiste. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de laxisme dans notre société, dans la justice, dans les médias, etc., qu'on excuse des choses qui ne sont pas forcément excusables. Et il y a beaucoup de gens qui sont assez contents de m'entendre discourir là-dessus. Oui. Maintenant, il y a un moment où je vais au hasard d'un discours, expliquer aussi que je suis quand même conscient que oui, on a une majorité de racailles
de gens qui agressent les gens sans raison, qui effectivement ont un phénotype bien précis, mais que ça ne veut pas dire qu'autour de toi, tu peux pas avoir des Arabes et des Noirs qui sont des gens avec un casier judiciaire vierge, qui sont sympathiques, qui grondent leurs enfants quand ils ont des mauvaises notes ou quand ils se conduisent mal à l'école. Et ça, par exemple, ça peut faire que, à la fois, je me fais traiter de sale d'extrême droite, et à la fois de sale gauchiasse. Donc, je dirais que quand je rabote, si tu veux, c'est pas que je rabote, c'est que je dis le fond de mon idée. Oui. C'est-à-dire que dans l'absolu, toi et moi, nous connaissons aussi des Africains oui, absolument, qui sont des gens respectables et, absolument, et qui, à mon avis, feraient avec nous un meilleur pays que si on n'était que entre blancs, avec des communistes, des social justice warriors, des antifas, etc. Ouais, parce qu'en fait, j'avais deux questions à te poser, mais tu viens de répondre partiellement à l'une d'entre elles, c'est-à-dire pourquoi toi tu as envie de nuancer ce point-là, et selon toi, pourquoi des gens du public regrettent que tu n'ailles pas assez loin, tu vois Alors, pourquoi moi j'ai envie de nuancer ce point-là? Parce que si on veut prendre un point de vue strictement racialiste, etc., si je dois faire pays, si je dois faire un camp avec que des blancs et avec tous les blancs, ça veut dire qu'il va falloir que je considère que Emmanuel Macron, que Marlène Schiappa, je sais pas, Philippe Poutou et des antifas de merde sont des gens qui sont plus proches de moi que, je sais pas, des gens que parfois les extrêmes droites, enfin les droitistes purs détestent. Je sais pas, disons Papacito, le Raptor dissident, Carteron, Magitou Kacha, Carteron, et comment il s'appelle l'anglais là qui parle dans sa voiture. Aldostérone. Aldostérone. Et je suis désolé, mais si vraiment toi et moi on doit organiser une raclette, je préfère inviter ces mecs-là que d'inviter Emmanuel Macron, Marlène Schiappa et des Antifa et des SJW. Donc c'est là où je nuance les choses en me disant j'ai quand même envie de juger. Je veux bien, si tu veux, et je veux bien, et je le fais, établir des Mais d'ailleurs, oui, schémas généraux, mais je refuse, refuse de refuser des gens alors que leurs actes et leurs propos font d'eux des alliés objectifs. Oui, ben moi j'ai la même position. Mais d'ailleurs, je pense que ce qu'il faut dire, c'est que quand tu dis oui à un Oukacha, un Stérone, un Carteron ou qui tu veux d'autre, ça veut pas dire que tu baises les pieds à l'Afrique, tu vois. Je veux dire, il y en a, pour certains, c'est tout ou rien, tu vois. Et d'ailleurs, moi, je tiens à faire remarquer quand même que des mecs, je sais pas moi, comme Stérone ou comme Oukacha, sont pour l'immigration zéro, voire même peut-être la réimmigration, ce genre de choses. Donc c'est pas parce que des mecs appartiennent à l'autre continent, tu vois, qui sont forcément pour les Africains, tu vois. Et ça, je trouve que c'est dommage. Bah oui, c'est tout à fait dommage, mais tu sais, il y a un proverbe qui dit « le mieux est l'ennemi du bien ». Oui. Je pense que c'est des gens qui, à un moment ou à un autre, sont partis dans un jusqu'au boutisme, c'est-à-dire qu'ils sont dans la recherche de la pureté idéologique et doctrinale, et quelque part, ils se privent d'alliés utiles, et ils s'enferment dans une espèce de fraternité avec des gens qui ont effectivement la même couleur de peau que eux, tu vois, mais... avec qui ils ne s'entendront jamais. Je veux dire, Tepa, tu connais Tepa, on connaît tous Tepa. Tepa, c'est un type, si tu lui donnais à gérer la gestion des médias en France, le débat politique existerait. Ah, ça serait ouvert, hein, oui, ça serait ouvert. Hein, oui. Et si tu veux... Je crois que j'ai pas parlé de Tepa dans mes vidéos, mais si j'avais parlé de Tepa, je pense que j'ai 2-3 trous du cul qui m'auraient traité de... suceur de nègre. Oui, c'est possible, c'est possible. Et ça, si tu veux, c'est des choses dans lesquelles j'ai pas envie de m'enfermer. Je suis pas en train de discuter avec toi parce que t'es blanc et que je suis blanc, en fait. Ouais, absolument. Ouais. Mais d'ailleurs, moi ce que je trouve regrettable, c'est que les mecs ont l'impression que quand on dit des trucs comme ça, tu vois, on essaye d'aller vers la conciliation, que c'est à moitié mettre un genou à terre et qu'on essaie de leur vendre de l'Afrique, tu vois. Et je trouve ça dommage. Et moi ce que je tiens à souligner aussi, c'est que je comprends et je suis d'accord avec les mecs qui disent
la menace génétique, donc c'est-à-dire le métissage, une fois que c'est fait, tu peux pas faire machine arrière. Donc je comprends la valeur du sang, tu vois, de la génétique comparée aux idéologies. C'est-à-dire quand tu vas contrebalancer un blanc communiste, admettons, donc qui est ton ennemi politique, et un noir chrétien, eh ben le métissage fait que tu peux pas revenir en arrière, alors qu'une idéologie, on peut en sortir. Et ça fait partie des arguments que j'ai entendus, tu vois. Mais au bout d'un moment, j'ai envie de te dire, et peut-être tu vas me dire la même chose, comment dire, déjà premièrement, comment dire, là on fait les fines bouches, tu vois, quand on parle de ce genre de choses. Je veux dire, les Français, on n'en est pas là du tout. C'est-à-dire là, les Français aux dernières élections, comme on l'a tous vu, c'était le sketch. Non, tous unis contre le front de la haine, pas le 4e Reich, le Front National, tout ça. Donc je veux dire, les gens votaient pour tout le monde, sauf pour le Front National, la haine, tu vois. Donc on en est à faire les fines bouches sur est-ce que il faut des patriotes africains ou pas, tout ça. Je veux dire, on fera les fines bouches quand vraiment on aura tamisé l'essentiel, tu vois ce que je veux dire, c'est superflu là. Je suis assez d'accord avec toi. On n'a pas vraiment de raison, on n'est pas en position c'est ça, ouais. de refuser des gens qui sont sur notre exactement sur notre ligne. Ouais. Moi, si maintenant demain j'ai un arabe, un noir qui me disent écoute, ça suffit maintenant, la justice en France fait n'importe quoi, il va falloir serrer les boulons. La France a une culture, la France a une identité. C'est pour ça que je suis venu et c'est ça que j'aime. Et exactement, français, ouais, absolument. Etc., je veux dire, moi, je ne peux pas cracher à la gueule de ce gars, même si ça me fait me sentir comme D'ailleurs, moi, je n'en ai rien à foutre. Je suis pas un idéologue en fait, dans l'absolu, mais je vois en fait, si tu veux, cette espèce de concours de bits idéologiques entre les gens sur YouTube, qui fait qu'ils veulent montrer qu'ils sont plus intransigeants les uns que les autres. Mais les gars, avec votre logiciel, vous allez rester avec les gauchistes, avec les social justice machin truc, etc. Et vous n'allez pas être plus avancé. Hein. Enfin, si, peut-être mieux, parce que, je ne sais pas, mais dans l'absolu, comment vous pouvez cracher à la gueule de pas, comment vous pouvez cracher à la gueule d'un noir ou d'un arabe ou d'un chinois ou même d'un juif qui aime ce pays et qui dit les choses qui doivent être dites? C'est stupide, c'est stupide. Ouais, ben je suis entièrement d'accord. Et d'ailleurs, comment dire, à mon public, c'est pas pour vous chouchouter, parce que comme tu l'as dit, Comrade, moi, je veux dire, si je dois mettre mon public à dos, je le ferai, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, là, on n'essaie pas de vous vendre de la conciliation, tu vois, je veux dire, on n'essaie pas de vous convaincre. On donne notre avis. Bon, après, là, je suis en audio avec Comrade et il n'y a personne d'autre. Et bon, plus tard, quand j'arriverai à déverrouiller mon Discord et des petits problèmes techniques, on discutera à plusieurs et certains trouveront que c'est trop, peut-être que c'est trop tiède, certainement, je ne sais pas. Mais en tout cas, on n'essaie pas de vous vendre un truc. Là, on discute simplement entre nous, c'est tout. On vous fait profiter, voilà. Absolument, mais tu sais, je vais te dire une chose, le jour où tu arriveras à déverrouiller ton Discord, oui. Je pense que ça peut être intéressant de faire des Discords à plusieurs. Oui. Tu vois, 2, 3, 4 personnes. Bien sûr. Mais à ce moment-là, il faudra que tu encadres des choses, oui. etc. Parce que tu as entendu la caserne de Tepa. Ouais. Je trouve que ça a fini par devenir inaudible. Parce qu'on est trop nombreux, donc d'accord. Je te le dis, quand tu feras ça, oui. ne fais pas un Discord à 8 ouais. personnes. Ouais, c'est trop compliqué. Au final, oui. Personne ne peut développer son propos, tout le monde se coupe la parole, et finalement, personne ne comprend rien, et si tu parles à Tepa, si je parle à Tepa, faudra lui dire, essaye de restreindre, parce que finalement, ça dure 3 heures, et je crois que c'est pas forcément constructif. Il vaut mieux discuter à 3, 4, éventuellement, tu vois. Absolument. Mais d'ailleurs, tu sais d'ailleurs, bon là on parle un peu, comment dire, technique, tu sais, parce que moi c'est vrai que je suis vraiment dans une phase technique et je réfléchis, j'aimerais faire quelque chose de sympa, tu vois, proposer quelque chose de sympa, moi-même pour me sentir avancé, et puis voilà. Et parmi les contraintes, hein, je me souviens de Zemmour sur un plateau télé qui disait, qui rêvait un jour d'écrire l'éloge de la contrainte, parce que moi ce que je veux dire, c'est que pour les lives, je vais
poser une contrainte de temps. Et je pense que quand on fait des lives Discord ou alors Hangout, ce genre de choses sur internet, ce qu'on peut techniquement faire, on peut faire des lives qui durent 5 heures, mais du coup c'est mieux si tu mets un temps déterminé, au moins les gens se sortent les doigts du fion pour sortir leur idée au maximum. Mais hein, tu as raison, encore faut-il que chacun puisse s'exprimer, quoi, et que l'animateur n'ait pas trop picolé, bien entendu. Oui, c'est pas faux, c'est pas faux. Et les intervenants également. Ouais, d'accord. Ouais, absolument. Après, bon, ça n'empêche pas d'être naturel. Je veux dire, t'es pas obligé, tu vois, de parler comme un ministre, hein. Ouais. Non, bien sûr, bien sûr. Je pense que ni toi ni moi ne sommes dans cette optique. Hein. Ouais. Eh, dis-moi, je te laisse la libre antenne, ça te dérange pas, meuble ou tais-toi si tu veux, je vais me servir à boire, ok? Ok. Merci. Alors si tu as une diatribe à faire ou je sais pas quoi, ou si tu as un micro-ondes à vendre, d'occasion, ne te gêne pas, je reviens. Ok. Alors du coup j'ai un micro-ondes à vendre, c'est-à-dire que c'est un micro-ondes de marque Whirlpool qui est assez formidable, c'est-à-dire qu'il dégèle à la fois le bœuf, à la fois le poulet, à la fois le poisson et à la fois les viandes qui ne s'identifient pas ni comme poulet, ni comme bœuf, ni comme poisson. Donc c'est des viandes à moitié libanaises et je pense que ça peut être vachement utile parce que à l'heure de Twitter, nous apprenons chaque jour l'existence d'un tas de choses tout à fait stupéfiantes. J'espère que notre ami VV ne sera pas absent trop longtemps. Parce que je dois vous avouer que j'étais en train de faire autre chose et que là, je n'ai pas spécialement quoi que ce soit à vous raconter. Tu es là, poteau? Ouais, me revoilà. Alors, je sais pas ce qu'il vous a dit, hein, s'il vous a dit du mal de moi ou quoi, mais hein, bon, ça restera entre vous et lui. Hein. Non, je veux pas savoir, ça me regarde pas. J'ai voulu leur vendre un micro-ondes, justement. Ah, ben oui, il a très peu servi, il fonctionne encore très bien. Hein. Ouais, mais comme je leur expliquais, ça dégèle la viande de type bovine, la viande de type volaille et les poissons, et aussi une quatrième fonction pour les viandes qui ne s'identifient pas ni comme poulet, ni comme œuf, ni comme poisson, c'est-à-dire la viande à moitié libanaise. Donc bon, je pense que c'est un micro-ondes assez utile, assez ouvert et inclusif, et surtout non oppressif, et ça c'est important. Ouais, ça c'est super ça. Ben merci beaucoup. Sinon, comme ça, à brut pour point, qu'est-ce que t'as dans la tête, toi, ces temps-ci? Quand je dis ces temps-ci, c'est-à-dire, on va dire, plus moins 3 jours, c'est-à-dire, il y a 3 jours derrière et 3 jours devant. Toi, c'est quoi un peu ton quotidien, ce que t'as dans la tête ces temps-ci? Après, pas trop personnel, forcément, mais qu'est-ce qui t'anime? T'as quoi dans la tête? Au niveau de l'actualité, quoi. Bah, je sais pas, ou alors toi de tes projets ou de l'actu, enfin, qu'est-ce qui t'occupe pas mal de tes pensées, on va dire? Bah écoute, ce qui occupe pas mal de mes pensées, c'est reprendre un petit peu mon activité sur YouTube, c'est-à-dire reprendre les vidéos que j'ai l'habitude de faire. Est-ce que tu avais fait une pause pendant l'été ou pas? Ouais, d'accord. Ouais, j'ai fait une belle pause pendant l'été. Je suis parti en vacances et j'ai décidé de non pas me débrancher, si tu veux, de l'actualité, mais en tout cas me débrancher de la réaction. Et bon bah là je suis plus ou moins, c'est-à-dire que quand tu m'as appelé là, j'étais en train de boire un coup et de monter une vidéo. Et c'est ça en fait qui m'occupe un petit peu l'esprit en ce moment. Maintenant, si tu parles de sujet, je suis actuellement assez puissamment sur les phénomènes qu'on observe sur Twitter et aux États-Unis dans la vie réelle, c'est-à-dire bon, je prétends que ça va bientôt arriver dans la vie réelle en France, c'est-à-dire les 72 genres et toutes ces idioties, parce que c'est vrai que on est en train de rentrer dans un nouveau monde qui tranche vraiment avec l'ancien monde. C'est-à-dire qu'à une époque, si tu veux, un type qui t'expliquait je suis un dinosaure, je suis Napoléon, je suis à moitié libanais, je suis noir alors que je suis blanc, je suis une femme alors que j'ai une barbe.
à une époque, la société était un petit peu abrupte et foutait ces gens dans des asiles pour les obliger à se réaligner sur la société et sur la réalité. Et on est passé par une période de transition où on a dit, écoutez, tant que ces gens ne représentent pas un danger pour la société, laissons-les tranquilles. Et on est en train d'entrer, et aux États-Unis, au Canada, on entre dans une période qui est tout à fait l'inverse de la première, c'est-à-dire que parce que 0,1% de la société se prend pour un homme, une femme, un noir, un chinois ou un porte-manteau, un fer à passer, il va falloir que la société tout entière accepte que la réalité c'est ça, et que le mec qui avant se prenait pour Napoléon parce qu'il mettait un chapeau en papier sur sa tête, on lui disait tu n'es pas Napoléon, et bien maintenant c'est à la société d'accepter qu'il est Napoléon. Alors ouais, mais oui, bien sûr. Alors ce qui te préoccupe, c'est que j'imagine, hein, c'est que on fait passer, pourrait-on dire, une lubie, c'est-à-dire une minorité pour une norme. C'est ça finalement le cœur de ce qui te gêne. Parce que après tout, qu'un mec te dise, moi je suis noir alors que le mec est blanc, mais je me sens noir, tu vois. Bon, admettons si ça lui fait plaisir. Mais est-ce que le fait que la société le reconnaisse, c'est ça qui, pour toi, c'est un repère qui s'en va finalement? Bah, voilà, c'est un repère qui s'en va, qui est le repère de la réalité. C'est-à-dire que, à propos de tous les sujets, on nous demande d'abandonner l'idée de réalité. Je ne sais pas, par exemple, en Allemagne, on leur a demandé longtemps de penser que l'arrivée des migrants, etc., était une chance, un enrichissement. En France, on a Yann Moix qui nous a expliqué que c'était des spécialistes de Victor Hugo, des gens qui allaient nous aider à trouver le vaccin contre le cancer et à faire coller des navettes spatiales. Et en fait, on a dit aux gens, cessez de constater la réalité, parce que une infime partie de la population vous dit la réalité est autre et vous êtes obligé de l'accepter. Et ben c'est le phénomène qui est en train de se passer. Ouais. Bon après, en tant que droitard, parce qu'on est un peu entre droitards, on va pas se le cacher, on est un peu habitué à ce que les gauchistes, comment dire, appréhendent la réalité d'une certaine façon. Et moi, je suis un ancien gauchiste, hein, le mec. Hein. Ouais, moi aussi. Hein. Toi aussi. Ben voilà. Et donc c'est vrai que. Mais ça c'est super intéressant. Je pense que c'est une arme rhétorique, on va dire un déroulement logique qui gagne à être mis en avant. Tu vois, c'est-à-dire cette phase dans laquelle c'est pas qu'on niait la réalité, c'est que d'ailleurs c'est dur à dire. Toi, quand tu y repenses comme Rad, est-ce que avec comment dire, quand tu t'observes dans le passé, est-ce que tu as l'impression que tu niais la réalité? Oui, je sais pas si j'ai l'impression que je niais la réalité. Bah parce que moi non plus, tu vois, je suis pas sûr non plus. Je crois que le contexte dans lequel j'en parlais était pas le même. C'est-à-dire que la personne avec qui je m'oppose réellement, c'est une personne qui était pas encore papa. On en a parlé longuement parce que tu sais que j'ai 2 enfants, dont un qui a 13 ans, qui n'avait pas véritablement de foyer à gérer, qui n'avait pas de propriété privée à protéger, ce genre de choses, et qui n'avait pas réfléchi aussi longtemps aux choses qu'à l'heure actuelle où j'ai 37 balais. Et ouais, donc finalement il y a un peu l'horloge biologique, mais pour les mecs, parce que souvent on parle de celle des femmes, mais celle des mecs aussi, l'horloge biologique, tu penses un peu à ce qu'on t'a légué, ce que tu vas léguer, finalement quelle est ton identité aussi, tout ça, et qu'est-ce que tu peux perdre et gagner, enfin ouais. Bah moi en fait, quand j'étais gamin, je sais plus, j'ai voté Mélenchon, tu vois. J'ai voté Mélenchon. J'ai jamais fait ça, moi. Pour un tas de problèmes. Ouais. Ouais, après tu m'as dit que t'étais un gauchiste, donc tu votais qui fait honte? Non, moi je votais pas, donc ça va, c'est plus facile, je ne votais pas. Bon, voilà. T'es tranquille, moi j'ai voté Mélenchon à une époque. Et ça n'empêche que, tu vois, je suis toujours opposé au fait que dans ce pays, il y ait des patrons qui gagnent 3 millions d'euros par an. Je trouve que c'est trop, je trouve que c'est pas forcément normal parce que ces 3 millions d'euros, si tu veux, ils sont pas assujettis au fait qu'ils réussissent à faire gagner de l'argent à leur boîte. C'est-à-dire qu'ils gagnent 3 millions d'euros, point barre, c'est comme ça.
Tu vois, donc, oui, absolument. Quelque part un gauchiste, je suis pas un libéraliste comme le mec là en Polynésie. Tu vois ce que je veux dire? Ah, il est libéraliste, lui. Non, mais... Oui, c'est un libéral pur, mais en même temps, j'ai l'impression tu peux dire... analyser sérieusement tout ce dont il parle. Non, mais Lucien Demoré. Non, mais je veux dire, tu peux dire Delescun, par exemple. Delescun, c'est un libéral. Mais alors, il faudrait relire son intitulé. Tu connais Henri Delescun? Bien sûr. Oui, je le connais, mais justement, je pensais à lui tout à l'heure quand je te disais, je vais pas cracher à la gueule d'un gars parce qu'il n'est pas caucasoïde. Parce que déjà, je suis pas parfaitement caucasoïde. Moi, tu sais, quand j'étais gamin, il y a les Arabes, parfois, ils m'appelaient cousin, ils me parlaient en me disant, ouais, t'as pas envie de retourner au bled, etc. Parce que je sais pas quel métissage j'ai il y a 4 générations. Mais autant, bon, toi et moi, on sera d'accord pour dire que je suis blanc, mais j'ai pas des traits très caucasoïdes. Ouais. Et je te dis oui. Je suis pas forcément d'accord avec Delescun quand il place le génotype. Non, mais bien sûr. Au-delà de tout. Non, mais si je te parlais de Delescun, camarade. Il y a un type qui avait discuté avec. Tu sais, il y avait un type identitaire qui avait discuté avec Majidou Kacha et qui voulait le réémigrer. Oui, absolument. Je me dis, mais putain, vous êtes fous. Non, mais attends, mais moi, ce que je voulais te dire, c'est que Delescun, il est libéral, mais en même temps conservateur. C'est ça que je voulais te dire. Ouais. C'est-à-dire, voilà, donc tu es d'accord, parce qu'il n'y a pas forcément le clivage libéral-conservateur, en fait, quoi. Oui, et puis comme il n'y a pas le clivage droite-gauche, on considère que les conservateurs, c'est forcément les mecs de droite, que aux États-Unis, les conservateurs et les libéraux, c'est plus flou, parce que la gauche des États-Unis est libérale. Maintenant, la gauche française fait semblant de ne pas être libérale au plan économique, alors qu'elle l'est, alors qu'elle est tout à fait décomplexée pour être libérale au plan, comment dire, sur le plan social et sur le plan comportemental et sociétal. Est-ce que tu as suivi un peu, il paraît que Mélenchon, il prend un peu un virage anti-immigrationniste, est-ce que tu as vu ça ou pas? Ouais, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Le truc, c'est que Mélenchon, c'est même un vieux briscard de la politique. Ça fait des années qu'il est là. Il a bouffé au râtelier des Khmers roses, comme je les appelle, hein, la gauche traditionnelle. C'est-à-dire pas la vraie gauche, la gauche gouvernementale, européiste, etc. Au bout d'un moment, il s'est séparé de ça. Mais aujourd'hui, il est en train de nous expliquer que le grand capital utilise l'immigration comme armée de réserve. Il débarque alors. Pour lutter contre les prolétaires français et faire baisser les salaires, c'est plus ou moins ça qu'il dit. Oui. Mais c'est aussi quelqu'un que j'ai entendu dire, moi je ne peux pas vivre dans un quartier où il n'y a que des blonds aux yeux bleus, je ne peux pas, etc. Oui. Et je pense qu'il est dans une schizophrénie, mais cette schizophrénie, je pense que c'est un choix politique. Il a compris ce qui est en train de se passer dans d'accord. le monde, enfin en tout cas en Europe. Il a vu ce qui s'est passé avec Trump. Bien sûr, ils sont pas aveugles, hein. Oui, bien sûr, évidemment. Oui. Il voit ce qu'il est en train de se passer, et il a vu que Salvini et 5 étoiles, le mouvement de Pepe Grillo, avaient plus ou moins fait alliance autour de ses idées, mais autant c'est un tribun. J'ai écouté son dernier discours où il disait ça. Je l'ai trouvé très bon. Je le trouve très bon à chaque fois. Il est très très bon, Mélenchon. C'est un grand politique, mais je ne le crois pas honnête. Peut-être un grand orateur avec une vision politique, mais un grand politique, moi je demande à voir, après c'est mon avis, tu vois, mais c'est un... Non, mais politique, quand je dis politique, je veux pas dire une fois au pouvoir, je veux dire pour mener son job de politique, ce type est certainement l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur politique en termes d'apparat. Qui est plus puissant que Mélenchon en discours. Quand tu l'analyses sans te dire est-ce qu'il est sincère ou pas, tu l'écoutes au premier degré, je veux dire, il est incomparable avec Macron, avec Wauquiez, avec Pécresse, avec Marine Le Pen. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mauvaise, mais tu sens qu'elle lit ses textes. L'autre, c'est un prof de théâtre.
Ouais. Et je peux te dire, bon après moi j'ai très peur, je veux dire, du communisme. Je veux dire, pour moi c'est voilà. Mais je veux dire, j'ai diffusé tout à l'heure alors je sais pas si ça fonctionne ou s'il y a eu un bug, alors je vais vérifier, mais sinon je répéterai, hein. Cet après-midi on a écouté ensemble avec les quelques internautes le discours de la rentrée de Philippot. Eh ben je peux te dire que c'était nul à chier, tu vois. Tu parles de bons tribuns, tu vois, qui... Ouais. Ah ben Philippot c'était duré... Il était mauvais. Ben... Comment dire, est-ce que c'est le droitard déçu, tu vois, qui te parle? Mais ouais, c'était flasque, quoi. C'était non, c'était mou, quoi. Et puis dans la salle, on a dit qu'il y avait 15 personnes qui applaudissaient. Puis c'était franchement, j'ai zappé, j'ai même pas laissé en entier, tu vois. Ça m'emmerdait, quoi. C'était je sais pas, ou alors il faut qu'il se rôde, mais enfin, tu vois. Donc c'est sûr que c'était pas à la Mélenchon, quoi. Disons que Philippot c'est particulier, c'est-à-dire que Philippot, à la base, c'est censé être un homme de l'ombre. Il n'était pas calibré, c'était pas son projet de départ d'être une tête d'affiche. Simplement, Marine Le Pen l'a bazardé parce que il fallait bien un moment ou un autre mettre sur quelqu'un la faute de l'échec de Marine Le Pen au second tour, et notamment de son débat. Donc il s'est fait bazarder, et je trouve qu'il a eu quand même, etc. Simplement, il n'est pas calibré pour ça. Par contre, Philippot, en débat sur les plateaux télé, il était meilleur que Marine Le Pen, il était meilleur que tout un tas de gens. Il était vraiment pas mauvais. Maintenant, est-ce que Philippot a du charisme? Bah, je crois pas. Je crois pas qu'il ait du charisme. Il n'a pas le charisme, et certainement que c'est ça qui se ressent dans ses discours. Moi, je sais que l'aventure Philippot, je ne crois pas. Bon. Ouais, non, mais c'est sûr. C'est vrai qu'il y a le charisme qui joue beaucoup. J'étais en train de vérifier, mais je t'écoutais en même temps, hein, de voir si ma connexion était ok. Je crois que c'est toujours ok. C'est vrai que le charisme, il joue pour beaucoup. Après, personnellement, je suis plus attaché au contenu des propos qu'à la forme, mais je sais très bien que le peuple, de manière générale, donc c'est-à-dire la masse en tant que telle, est très très sensible à la forme. Et c'est vrai qu'on cherche quelqu'un qui a de la prestance, qui incarne la place qu'il convoite, hein. Je veux dire, par exemple, Marine Le Pen dans le débat raté, elle n'incarnait pas cette place présidentielle. Macron l'incarnait beaucoup plus. Et bon, il n'y a pas que ça qui joue, hein. Je veux dire, bon, il y a tout un tas de facteurs, hein, les millions dépensés dans la communication, tout ça, ou alors le programme politique, tout bêtement aussi. L'euro, c'est plus rassurant que la sortie de l'euro, et puis surtout la couverture des médias aussi. Oui, voilà, bien sûr, tout ça. Non, mais ouais, bien sûr. Mais c'est vrai qu'alors, si on parle de la droite, qu'est-ce qui se dessine à l'horizon? Alors moi, à part Dupont-Aignan, j'ai pas grand espoir, tu vois, si tu veux. Je sais pas, tu vois. Après, je sais pas. Là, on nous parle des élections européennes. Je sais pas. Moi, je suis censé voter aux européennes. Je crois que j'ai jamais voté pour un truc comme ça. Tu l'as fait toi déjà ou pas? Ouais, j'ai déjà voté aux européennes. Et comment ça se passe? C'est dans un bulletin, pareil, dans un urinoir normal, d'accord, ouais. Comme à chaque fois, quoi. Dans un urinoir, comme d'habitude. Ouais. Dans un urinoir, comme tu dis, absolument. D'accord. C'est exactement le même process que pour les élections majeures. Ouais. Sauf que personne comprend bien la façon dont c'est calculé. Ah. Mais il me semble. Après, je veux pas être normatif à ce propos parce que j'en sais rien. Maintenant, je pense que les élections européennes sont plus à la proportionnelle que les élections présidentielles. Ah, c'est possible, ouais. Ouais. Sinon, il n'y aurait pas Marine Le Pen. Oui, absolument. Oui, absolument. Nigel Farage pour le Royaume-Uni ne serait pas là. Et je pense que les élections
européenne valent le coup de voter pour des gens qui sont opposés à l'Union européenne. Alors attends. Si on est opposé à l'Union européenne, moi je le suis. Oui, alors après je te laisse continuer, mais qu'est-ce que tu en penses? Parce que ça, j'ai vu que souvent c'était reproché par exemple à Marine Le Pen, donc qui était bien longtemps anti-européiste, on va dire. Même s'il y a eu une espèce de revirement avec le franc et l'euro un peu avant les présidentielles, mais des gens qui lui reprochaient d'aller à la gamelle, c'est-à-dire d'être élue européenne là-bas et d'aller là-bas à Bruxelles prendre du pognon alors qu'elle était contre l'Europe. Est-ce que selon toi, c'est justifié que des mecs qui soient contre l'Union européenne telle qu'elle est actuellement aillent là-bas et donc touchent un salaire, mais essayent de contrebalancer un peu, d'ouvrir leur gueule là-bas? Ou est-ce que selon toi c'est trahir, c'est aller... Non, c'est pas trahir, parce que l'argent qu'elle touche de l'Union européenne, il faut savoir de quelle cagnotte elle vient. La cagnotte de l'Union européenne, ça génère pas d'argent. Toi et moi, on est d'accord, l'Union européenne, c'est une entité abstraite qui n'a pas d'industrie, qui n'a pas d'industrie du service. Je veux dire, l'Union européenne ne génère aucun argent. C'est-à-dire que l'argent avec lequel sont rétribués les députés européens, la Commission européenne, etc., c'est de l'argent qui est versé par chacun des pays. La France est un contributeur net de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'elle verse, je ne sais plus combien, 12 ou 13 ou 14 milliards à l'Union européenne, et elle en récupère 8 ou 9, un truc comme ça. C'est-à-dire que l'argent avec lequel sont payés les députés européens, c'est de l'argent français. Ça, c'est la première chose. Donc quand on dit « elle va à la gamelle prendre l'argent de l'Union européenne », non, elle prend l'argent de la France. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que l'Union européenne, rappelle-toi, en 2005, on a eu un référendum à ce propos. On a répondu non, nous ne voulons pas la Constitution européenne. Les peuples européens se sont prononcés contre la construction européenne actuelle. Et donc, si tu veux, quand j'entends des journalistes reprocher à des anti-Union européenne de se présenter à l'Union européenne pour combattre l'Union européenne de l'intérieur, je trouve qu'ils sont de mauvaise foi, parce que, comment dire, quelle autre façon tu as de combattre l'Union européenne? Si tu ne gagnes pas les élections présidentielles, tu as un système qui nous a été imposé, qui décide à la place des peuples de certaines régulations. Qui est souverain, absolument, oui. Qui est souverain, qui est une dictature molle, qui prend des mains du peuple européen un certain nombre de décisions pour lesquelles, pourtant, il vote pour un président ou pour un autre, qui ne pourra de toute façon pas appliquer ses promesses, parce que c'est l'Union européenne. Et ça d'ailleurs, se présenter à l'intérieur du système pour dire à l'intérieur du système, je vais ouvrir ma gueule parce que ça fera de l'audience et parce que des gens entendront ce que je dis, c'est ce qu'a fait Nigel Farage pour UKIP en Angleterre, et c'est ce qui a participé à ce que l'Angleterre a voté pour le Brexit. Et s'il n'y avait pas eu Nigel Farage qui pensait que l'Union européenne était une dictature molle, qui s'y était quand même présenté pour ouvrir sa gueule et pour traiter Van Rompuy de serpillère humide, eh bien, peut-être que l'Angleterre n'aurait jamais voté pour son Brexit. D'accord, ouais, je comprends un peu le truc, parce que c'est vrai qu'on a envie de dire... c'est-à-dire c'est pisser dans un violon, mais il faut pas oublier que c'est médiatiser les interventions là-bas, et que ça peut faire basculer, faire pencher un peu les... ouais, absolument, ouais, d'accord, je comprends. Admettons toi, VV, tu penses que la République française est pourrie, que tout est pourri, qu'il faut revoir la Constitution, qu'il faut changer le régime, etc. Admettons. Il y a plein de gens derrière toi, il y a, 12 millions de personnes qui sont d'accord avec toi. Si tu réussis à prendre le pouvoir en te présentant aux élections présidentielles, est-ce que ce serait honnête intellectuellement de te dire « Mais vous êtes contre la République telle qu'elle existe et vous vous présentez quand même dans des élections qui sont organisées par la République, vous êtes donc de mauvaise foi ?» Ce serait de mauvaise foi, parce que le seul système que tu as en face de toi, c'est celui-là. Donc soit tu le reprends par les armes, avec tes petits bras, ta mitraillette, etc., soit tu essayes de le reprendre
par les quelques armes qu'il t'a laissées. Ouais. Mais parce que par exemple, concernant l'Union européenne, je sais pas si toi tu as un avis ou pas, parce que aussi on peut ne pas en avoir, parce que moi je trouve que j'entends peu de gens finalement dire, ben je sais pas vraiment, c'est-à-dire l'Europe, oui pourquoi pas, parce que peut-être qu'à plusieurs on est plus fort que seul, tu vois, j'entends peu de gens, c'est-à-dire moi je me méfie des anti-européistes un peu pavloviens, tu vois, qui sont dans un réflexe, la France aux Français, on sort de ça, c'est la merde. C'est-à-dire, c'est un peu simpliste. C'est vrai que c'est quand même pas débile de monter une équipe européenne, tu vois, pour peser dans l'international. Toi, est-ce que tu as un point de vue ou... Ouais, j'en ai un, bien sûr. J'en ai un. C'est-à-dire que tu me dis, j'entends peu de gens me dire, l'Union européenne, oui, quand même, c'est bien d'être unis pour être plus fort. Mais l'Union européenne, dès le départ, c'est exactement le discours qu'on nous sert pour nous vendre le principe de l'Union européenne. Ensemble, nous sommes plus forts pour résister aux États-Unis, à la Chine, etc. Or, qu'est-ce qui se passe? Avant l'Union européenne, on avait De Gaulle qui était capable de tenir tête aux États-Unis. Après l'Union européenne, à quel moment on a tenu tête aux États-Unis à part pour la guerre en Irak? À aucun moment. À aucun moment. Et, je veux dire, on dit faire alliance avec les autres pour être plus fort. Mais pour faire alliance avec les autres, pour être plus fort, il faut avoir des intérêts communs. Oui. Or, est-ce que tu penses vraiment que Angela Merkel, quand elle prend une décision, elle défend les intérêts de l'Allemagne, de la France, de l'Albanie, de la Lituanie, de l'Espagne, de l'Italie? Ouais, mais tu vois ce que je veux dire. Après, ouais, mais comment dire, c'est Merkel. Est-ce que un autre Allemand, je veux dire, qui ne serait pas, je sais pas comment ça s'appelle en Allemagne, conservateur ou je ne sais quoi, ou alors humaniste, je sais pas comment elle se décrit. Je veux dire, est-ce qu'un autre Allemand d'un autre bord politique pourrait pas œuvrer pour en partant d'Allemagne, pour une Europe différente? C'est-à-dire, moi, je rejette pas du tout ceux qui disent oui pour l'Europe, mais une autre Europe, tu vois. Parce que d'ailleurs, moi je tiens à préciser que c'est ce que disait De Gaulle. De Gaulle était un européiste. Je sais pas si vous le savez, mais voilà. Non, c'était pas un européiste. Ah bah si. C'est un raccourci. Oui, c'est possible. il était pour l'Europe à l'époque où l'Europe c'était 5 pays. On peut s'entendre à 5. Est-ce qu'on peut s'entendre à 28? Tu sais que l'Europe verse de l'argent, des millions et des millions, voire des milliards à la Turquie, pour que la Turquie intègre l'Europe. Ouais. Est-ce que tu penses vraiment que la France et la Turquie ont des intérêts et des objectifs civilisationnels communs? Ben, l'islam, c'est peut-être un point commun entre la France et la Turquie, mais sinon, à part ça... Ouais, mais tu trolles là. Voilà. Ouais, je troll un peu, oui. Alors, ouais, mais... Maintenant, je veux dire, il y a, tu sais, on en avait parlé la dernière fois, il y a la théorie des cercles concentriques, des cercles d'affectivité concentrique. Est-ce que vraiment la décision que prend ton gouvernement, toi, tu te demandes à chaque moment où ton gouvernement prend une décision, est-ce que ça sert les Français? Est-ce que ça sert les Espagnols? Est-ce que ça sert les Italiens? Est-ce que ça sert les Lituaniens, les Bulgares, les Lettons, les Turcs? Pourquoi pas? Bon, mais d'accord. Ouais, mais alors attends. Donc toi, tu es anti-européiste, alors on va dire. Moi, je suis anti-européiste. Pourquoi? Parce que aux États-Unis, ça fonctionne. Non, mais c'est pas la même. Oui, mais c'est pas la même échelle. Des États qui ont la même culture, qui ont la même histoire. Nous sommes des États qui n'avons pas la même culture et la même histoire. On s'est battu avec les Allemands. Ouais, on s'est battu avec les Espagnols. On s'est battu avec tous ces peuples. Tous ces peuples-là ont une identité propre à la base. Oui, mais d'accord, mais les guerres intra-européennes sont derrière nous. Donc c'est-à-dire pourquoi on pourrait non? Elles sont pas derrière nous. Elles seront jamais derrière nous. Est-ce que VV, l'Allemand
l'allemand est le même frère en humanité pour toi que le français? Non. Bah, pour moi non plus. Pour moi non plus. C'est-à-dire que ce que font les Allemands, pour moi, regarde les Allemands. Et si jamais on me dit, oui, les Allemands sont malheureux, il va falloir être solidaire avec eux, je suis désolé, je ne vois pas pourquoi je serais solidaire avec les Allemands. Je ne vois pas pourquoi. C'est-à-dire que j'ai un grand-père qui a été détenu dans les camps allemands. Je sais, c'est il y a 2 générations. Je n'en veux pas aux Allemands. Tu vois, je suis pas comme Rokhaya Diallo. J'irai pas dire à un Allemand si on bouffe ensemble. Oui, voilà ce que vous nous avez fait, etc. Mais les Allemands sont les Allemands. Et le sort des Allemands concerne les Allemands, comme le sort des Algériens concerne les Algériens, des Tunisiens, des Marocains, des Maliens, des Pakistanais, des Chinois, des Japonais. Je ne comprends pas pourquoi je devrais lier mon destin à celui des Allemands plutôt qu'à celui des Japonais. Ouais. C'est comme si je devais mettre mon budget et mes décisions en commun avec mon voisin. J'aime beaucoup mon voisin. Mais admettons, oui, ben alors, moi, ce sont mes enfants. Donc, admettons que tu veuilles faire une force économique, une association avec tes voisins. Où vous dites, tous les voisins du quartier, on fait une association et comme ça, on va pouvoir peser. On va être les boss ou pas, mais enfin, on va pouvoir peser. On va être plus forts tous ensemble en adjoignant nos compétences et notre capital pour discuter avec d'autres quartiers qui sont solidaires, surtout que là-bas un peu plus loin, il y a des voisins, ils sont très nombreux, ils sont tous ensemble. Et donc c'est dans cette optique, tu vois ce que je veux dire. J'ai essayé de te défendre le truc, mais bon. Non mais t'as raison, parce que c'est pour la discussion. Il y a pas Bien de sûr, ouais. Non, si jamais il s'agit de mettre nos budgets en commun et que on décide à 10 voisins de ce que je fais de mon argent et de comment je traite mes enfants, il en est hors de question. C'est-à-dire que je veux bien faire une alliance avec les voisins pour dire nous patrouillons dans le voisinage. Si jamais il y a des gens qui viennent, qui veulent cambrioler ta maison ou quoi que ce soit, ou te casser la gueule, on va tous venir et on va te défendre. Ça, c'est une chose. S'il est question que moi, quand j'ai la décision de 9 voisins sur 10, nous décidions de comment mon voisin gère son budget et ce qu'il fait pour ses enfants, je ne suis pas d'accord. Parce que l'un de ses droits fondamentaux, c'est de décider de ce qu'il fait dans son foyer. Et pour moi, un pays est un foyer. Un pays est une famille, un foyer. Oui. Et il est hors de question que parce que les Lettons, les Allemands et tous les autres, et qu'on n'est que 3 pays à avoir voté pour dire oui, mais nous, on veut garder la sécurité sociale, ou on veut garder tel, je sais pas, tel avantage, parce qu'on a décidé que c'était bien, que ça fonctionnait bien dans notre pays. Je n'arrive pas à accepter le fait de me le voir interdit par l'Union européenne. Et selon toi, je veux dire, si on a un peu un regard anthropocentré, tu vois, voire même calorique sur l'évolution humaine, sans vouloir me prendre pour un grand philosophe portugais, mais enfin, tu sais, au début on était... tu le détestes, hein. Non, au début on était une famille, et puis après on a fait des villages, et puis après on a fait des villes, et puis ça a fini par se transformer en pays. Pourquoi, selon toi, après tout, il faudrait que ça s'arrête, cette expansion de cercle? Tu vois, c'est-à-dire pourquoi s'arrêter au pays? Après tout, pourquoi est-ce que un nouvel ordre mondial, un ordre mondial tout court, pourquoi est-ce que ce serait une aberration après tout? Après tout, on est parti de plusieurs pays, puis on a fait des régions, tout ça, des pays, tu vois, je veux dire, pourquoi s'arrêter au pays finalement? On a fait des pays. Pourquoi s'arrêter au pays? Parce que il y a une chose que je ne veux pas accepter, c'est la notion d'ordre mondial. Pourquoi? C'est-à-dire, pourquoi? Parce que déjà, si tu as remarqué, toi et moi nous sommes en France, toi tu es Marseillais si je me trompe. Oui. Moi je suis lyonnais. Ouais. Mes parents sont à Paris et à Lille. Ok. Et nous tous, nous sommes gouvernés d'extrêmement loin par un Parisien qui s'appelle Macron et par des députés qui sont parisiens aussi ou qui vivent à Paris.
Et ils sont extrêmement loin de nous et de la vie que nous vivons. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune notion de ce qu'est le fait de vivre quand on est un gars du peuple dans leur propre pays. Et ce qui fait qu'il y a une disparité entre ce que nous vivons et entre ce que eux croient gouverner. Ils ne connaissent pas la vie réelle. Et pourtant, ils sont des gens français vivant en France dans une capitale et gouvernant un pays. Et ils sont loin de nous. Donc, le jour où nous sommes un ordre mondial, tu auras un gars et ses quelques acolytes qui, au lieu de gouverner des gens qui vivent à 600 km d'eux, vont gouverner des gens qui vivent à 8000 km d'eux. Ils seront encore plus loin, encore plus inaccessibles, encore plus détachés des réalités que vivent les peuples du monde. Et ça les rendra encore plus dangereux. Selon moi. Ou dangereux, ou dangereux. Je pense qu'au plus loin les gouvernants seront de leur peuple, plus ils seront dangereux et détachés des réalités que vivent les gens qu'ils administrent. Et là, je pense qu'on est déjà suffisamment loin de ces gens-là en termes géographiques et en termes de niveau de vie. Le jour où les gens vont administrer à la fois les Français, les Maliens, les Somaliens et les Chinois, ils en auront rien à foutre de nous. Parce qu'ils n'auront aucune attache personnelle. C'est-à-dire que Macron peut considérer que c'est un mondialiste, etc. Mais regarde. Je pense quand même que c'est un gars qui reste, malgré tout, malgré le fait qu'il soit un mondialiste, influencé par Goldman Sachs, par ce que tu peux vouloir, Rothschild, je sais plus, ça reste Rothschild. Un petit gars français. Ouais. Ça reste un petit gars français qu'ils ont choisi de faire monter. Et peut-être qu'au fond, lui, il reste un tout petit peu d'attachement à la France. Si ce type-là dirigeait à la fois la France, le Portugal, la Chine, le Pakistan, qu'est-ce que tu veux qu'il en ait à foutre du Pakistan? Il en aura encore moins rien à foutre. Ouais, mais finalement, il en a à foutre de la France. Ouais, non mais et donc, ces décisions seront dénuées de toute attache affective. Bah alors ça d'accord, mais par contre peut-être qu'il pourra solutionner les problèmes, parce que j'allais te dire, regarde, si par exemple, même sans parler d'intelligence artificielle, mais tu vois, quelqu'un qui doit solutionner un problème, tu vois, mais tu me disais t'es trop loin des préoccupations, t'es trop loin géographiquement, ou alors t'es pas dans la sphère d'appréhension la première, mais c'est-à-dire moi par mail, si jamais j'ai une colonie de vacances à l'autre bout de la France qui me dit salut VV, alors bon ben on a fait un feu de camp, on a tel problème, telle situation, qu'est-ce qu'on doit faire? Moi je peux répondre au problème, tu vois, je peux leur dire faites ça et ce sera pas trop mal. Et j'ai même envie de te dire, ça pourrait être même une intelligence artificielle qui réponde à leurs problèmes. Donc finalement, toi ce qui te pose problème, c'est la connexion avec l'identité, le terroir du peuple finalement et du pays, j'imagine. Parce que solutionner un problème politique, c'est-à-dire solutionner un problème, c'est choisir la solution la moins néfaste, on va dire, par exemple, tu vois. C'est la meilleure solution, on va dire. Eh ben, est-ce que pour l'économie de la France, ou alors pour le PIB de la France ou je ne sais quoi, son poids international, est-ce qu'il n'y a pas des décisions qui soient à prendre qui vont à l'encontre de la sensibilité de son peuple finalement, et de ah ben non, nous on préférait quand on faisait des barbecues, et ben non, finalement c'est mieux quand c'est l'Afrique, l'islam, ou alors quand c'est je sais pas quoi, quand les identités sont ténues, je ne sais quoi, tu vois ce que je veux dire? Finalement je crois que c'est une question de priorité. Qu'est-ce qui au cœur des gens les anime, je crois, parce que enfin voilà quoi, je sais pas ce que t'en penses. Parce que écoute, Macron, c'est un bon gestionnaire, ça se voit. Macron, et je crois qu'il... Non, tu crois pas? Ah non, je crois pas. Je crois pas que ce soit un bon gestionnaire. Tu regardes Trump. Moi, je pense que tu joues. Moi, je pense que tu joues au Monopoly contre Macron. Je pense que c'est Macron qui gagne. Moi, personnellement. Ouais, peut-être. Ouais, toi. Pourquoi? Pourquoi tu es très bon au Monopoly? Ouais, je sais pas.
Non, 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 j'essaie juste de cerner ta question. Si tu regardes, Trump a pris les rênes du pouvoir aux États-Unis. Le PIB, la croissance et tout ce bordel, le taux de chômage aux États-Unis sont en train de progresser d'une façon extrêmement positive. D'accord? Parce que Trump, on l'aime ou même pas, il a décidé que America first. L'Amérique en premier, c'est ça qui compte pour lui. Parce que je pense que Trump, il est détesté par les médias occidentaux, parce que justement, c'est un type enraciné. C'est un milliardaire, mais c'est un milliardaire américain. C'est un milliardaire américain qui vit dans le paradigme du fait que l'Amérique, c'est un idéal, c'est son idéal. Macron n'est pas du tout dans cette optique-là. N'est pas du tout dans cette optique-là. Et pourtant, il est français. Il me semble qu'il est né au Havre ou au Mans. Tu m'entends encore? Ouais, absolument, je t'écoute. Ouais, mais d'ailleurs, l'idéal de Macron, ce serait pas l'Europe, par hasard? Eh ben, l'idéal de Macron, c'est l'Europe. C'est-à-dire que ce n'est pas son pays. C'est comme si tu me disais, moi, mon idéal, c'est pas ma fille. C'est pas ma fille, c'est tous les enfants du monde. Et si ton idéal à toi, c'est tous les enfants du monde, ça veut dire que, je sais pas, admettons, tu gagnes le SMIC, je sais pas, je sais plus combien c'est, 1002, 1003, un truc comme ça. Tu vas diviser ton argent entre tous les enfants qui en ont besoin du monde. C'est-à-dire qu'à ta fille, il va lui rester 1 centime peut-être. Tu vois ce que je veux dire? La nature t'a programmé pour protéger ta fille à toi avant la mienne. C'est-à-dire que tu veux bien payer des impôts pour participer à soigner la jambe de ma... Oui. Ah, là, ça a coupé. Attends. Ouais. Attends, là, ça a coupé. Je sais pas ce qui se passe. Que se passe-t-il? Attends. Attends, on va se rappeler. Genre, raccroche. Plus tard, il fait chier le truc là. Attends, je vais le rappeler. C'est peut-être limité dans le temps, les conversations Messenger. Alors, on va vérifier. Veuillez nous excuser pour cette... comment ils appellent ça déjà là, cette intempérée médiatique. Comment ils disent les mecs dans les médias? Ouais, tu m'entends? Ouais. Tu m'entends? Ouais. Ouais, désolé, je sais pas. À partir de quand tu m'as plus entendu là? Juste là, à la fin, j'ai coupé rapidement. Tu parlais de la fille. Bah, tu disais le... Bah oui. Et je te disais, je pense que tu es d'accord, comme moi je suis d'accord, pour payer des impôts sur l'argent que tu gagnes et sur l'argent que je gagne, pour soigner la jambe cassée de ta fille. Mais donc, je parle de jambe cassée et pas de choses plus graves parce que on est en train de parler d'enfants. Absolument, oui. Non mais comrade, donc attends, juste après tu continues. Excuse-moi, je suis un peu relou, mais c'est comme ça. Donc toi, pour toi, c'est comment dire, c'est fondamental pour toi, comment dire, cette décision de l'homme, de l'être humain, de fonctionner par cercle excentrique, enfin on va dire, ouais, pour toi c'est fondamental ça. Concentrique. Concentrique. Oui, c'est fondamental. Ah ouais. C'est fondamental et si tu veux, prenons la question écologique. Admettons, nous sommes en train de diriger un pays, on décide que pour produire assez de nourriture pour le monde entier, il faut produire des OGM en masse. Admettons, on va pas faire le débat que les OGM soient extrêmement nocifs pour la santé. Ok? Ouais. On admet ça, c'est une hypothèse de discussion. Oui. Si tu dois implanter des OGM dans tout un tas de pays qui sont conscients que c'est nocif, tu vas avoir du mal. Tu vas devoir convaincre tous les pays, tous les gouvernements de chaque pays, et chaque pays doit réussir à imposer ça à chacune de ses populations. Maintenant, si tu as un gouvernement mondial, tu vas décider que l'Éthiopie, par exemple, disons, ça sert à rien, les Éthiopiens, on peut bien les répartir
dans tous les pays d'Europe, on vide l'Éthiopie et on fait de l'Éthiopie un gros champ à OGM. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ouais. Parce que à un moment ou un autre, il n'y aura plus de gouvernement éthiopien qui aime l'Éthiopie. Je pense que même les dictateurs pourris d'Afrique ou de France, etc., ont un minimum des mecs du terroir d'attache pour leur pays. Ouais. Un minimum. Tu vois, même Macron, je pense qu'il a un minimum d'attache pour son pays. Parce que même s'il a été rattrapé par la patrouille Rothschild, c'est un type, il est né quand même au Mans, je crois que c'est au Mans, et il a des souvenirs de ses vacances en France, etc. Et je pense qu'au fond de lui, il n'a pas envie que la France devienne, je sais pas, l'usine nucléaire du monde, tu vois. Si tu fais un gouvernement global, si tu fais l'ordre mondial, tu peux décider que la France deviendra la ferme nucléaire du monde, que l'Éthiopie deviendra la ferme OGM du monde, etc. Parce que plus personne ne s'y opposera. Oui. Parce que plus personne n'aura d'attache pour un pays en particulier. D'ailleurs, c'est vrai que... Les pays avec leurs frontières ont un intérêt, c'est que tu as dedans des gens qui aiment cet endroit-là parce qu'ils y sont. Oui. Ils y ont fait leur enfance et qui ne veulent pas voir cet endroit-là détruit. Et qui n'ont pas envie de se dire, oh, j'en ai rien à foutre, je vais vivre ailleurs, faites ce que vous voulez de mon pays parce que c'est mon pays. Oui, j'ai envie de te dire, c'est vrai que tu me demandes quelle tapisserie j'ai envie de mettre chez mon voisin. J'ai envie de te dire, je m'en branle, mais n'importe quelle tapisserie, mais la moins chère, quoi. Mais la moins chère, oui. Exactement. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et c'est pour ça qu'on voit que des gens comme Jacques Attali sont si décomplexés. Ils disent que la France est un hôtel. Non, la France n'est pas un hôtel. La France, c'est ta maison. Et c'est ma maison. C'est la maison des gens qui nous écoutent. Les gens qui disent que la France est un hôtel sont des gens qui vivent déjà dans le nouvel ordre mondial. C'est ce que j'appelle, moi, le peuple des premières classes. Des premières classes d'avion. C'est-à-dire que leur monde, à eux, c'est n'importe où sur Terre où ils seront mieux que là où c'est pourri. Et il n'y a aucun pays qui importe vraiment dans leur cœur. Ils peuvent faire toutes les expériences sociales, écologiques, industrielles qu'ils veulent dans le pays où ils ont une influence. Le jour où ça partira en couille, ils se barreront. Toi et moi, on va pas se barrer. Tes enfants et les miens, ils vont pas se barrer. Ils vont être obligés, ils vont être condamnés à vivre dans le résultat de ces expérimentations. Ouais, bah, j'avais envie de te dire, les mecs comme Attali, mais bon, c'est un peu cliché Attali, mais c'est vrai. Leur attache, enfin, comment dire, leur monde, c'est le pouvoir comment dire. Ben, enfin, tu sais, tu dis non mais je veux dire. Pour rien, hein. Non mais oui, absolument. Non mais c'est-à-dire que c'est un client facile Attali, tu vois. Mais et c'est pas un reproche que je te fais, hein. Mais comment dire, les premières classes. Leur appartenance, c'est leur pouvoir financier. Enfin, c'est-à-dire, ils voyagent en première classe. Et c'est vrai que tu peux aller même voyager dans un pays à la con, tu vois. Si tu vas dans un hôtel 3 étoiles, bon, ça va, t'es plutôt cool. Mais c'est pas un discours communiste anticapitaliste que je tiens là. Parce que c'est vrai qu'on ça peut sembler être une solution, tu sais. Comment dire, on peut avoir envie de charger le capitalisme et finalement le pouvoir du capital et du libéralisme, tu vois, comme étant par exemple ce qui anime des mecs comme Attali, hein, comme tu as dit, mais ouais. Et toi d'ailleurs, toi qui viens du communisme, par rapport au capitalisme, t'es comment toi? T'es pas anticapitaliste? Si? Non, attends, je viens pas du communisme. Ah ouais, j'ai fait un amalgame là. Ah ouais, t'as fait un amalgame. Non, je viens, si tu veux, de la sensibilité de gauche. Mais vous voyez, il est pas revêche, hein, comme je le traite de communiste, mais non, ça va, il le prend bien quand même. Non, après, traite-moi de fils de pute. Oui, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Non, là, je sais que tu me trolles, je ne viens pas du communisme, et toi non plus, tu me dis que toi aussi. Non, du gauchisme, oui.
on vient tous les deux du gauchisme. C'est-à-dire que ce sont des idéologies dont on nous a abreuvé depuis qu'on est à l'école. Et en grandissant, en vieillissant, en faisant des expériences, on s'est rendu compte que cette idéologie n'était pas fonctionnelle et surtout, elle était fausse, elle était mensongère. Donc, je viens pas du communisme, je viens du gauchisme, ce qui est peut-être pire. Ce qui est peut-être pire parce que c'est plus insidieux. Le communisme avait le courage de se présenter absolument comme une idéologie comme tel, c'est vrai. Oui. Comment dire, même pas forcément, mais oui, c'est vrai. C'est toujours présenté comme une idéologie du bien, nous sommes gentils, et c'est ça qui fait notre idéologie. Tu peux pas construire toute ta nomenclature intellectuelle sur le fait d'être gentil, parce que le monde existe, et le monde est hausse qui sont méchants. Donc, face aux gens méchants, le fait d'être gentil, sauf si tu es chrétien et que tu considères que le destin le plus souhaitable est de te faire crucifier par des gens méchants en leur disant je te pardonne. J'en ai parlé cet après-midi. C'est pas mon avis, c'est pas ce que j'ai envie d'être. Voilà. Eh bien, le gauchisme, c'est une idéologie dont on finit par revenir quand on est capable de se demander si on a toujours eu raison et si on a raison pour toujours depuis qu'on a 18 ans. Et ben, il y a plein de choses stupides que je pensais quand j'avais 18 ans. Et être comme quoi par exemple, parce que moi par exemple je me souviens, moi j'avais un pote corse, tu vois, et les Corses ils sont connus pour être racistes, tu vois, et d'ailleurs tous ces discours racistes, c'est vrai, me sont apparus sous un nouvel éclairage, le temps passant, au fur et à mesure je me disais bah finalement il avait raison, mais tu vois c'était des discours que je pouvais trouver abrupts et sans réflexion. Je trouvais ça comment dire bas de front, tu vois, genre ouais je sais pas, ils nous font chier et tout. Et moi je disais par exemple bah, les Arabes en France, ouais, c'est des gens comme vous et moi, je veux dire. Bon, voilà, oui, d'accord, c'est vrai qu'ils me crachent dessus, ils mettent des coups de couteau dans le foie, des fois, bon, d'accord. Mais, je veux dire, ils sont comme nous, après tout. Mais au bout d'un moment, tu te dis, bon, ben, oui, ils sont pas pareils. Alors après, tu te poses des questions, si tu veux intellectualiser, tu vois. Mais c'est pas le cas de tout le monde d'intellectualiser. Au bout d'un moment, tu te dis, est-ce que c'est la culture? Est-ce que c'est l'éducation? Est-ce que c'est la religion? Est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est ceci, cela? Mais je te dis les Arabes, j'aurais pu dire autre chose, mais c'est vrai que nous en France c'est les Arabes. Je crois que comment dire, aux USA c'est plutôt les Mexicains, tu vois. Le mur que voulait faire Trump, c'était les Mexicains. Enfin bref. Et moi c'est vrai que j'étais un peu relativiste. Moi j'étais relativiste. Je crois que c'est comme ça que je pourrais le dire. Voilà. Bah, je l'étais aussi. Relativiste. Je pensais aussi exactement comme toi. Maintenant, bon, on est d'accord. Je suppose que quand tu as dit les Arabes mettent des coups de couteau dans le foie des gens, je suis presque convaincu que tu ne sous-entends pas par là que tous les Arabes font ça. Non, parce que je sais que non, mais par contre, je suis prêt à dire et à discuter, est-ce que la majorité des Arabes, la majorité c'est plus 50%, est-ce qu'il y a une propension, même sans aller jusqu'à la majorité, mais moi j'aimerais au moins ouvrir le dialogue pour poser la question, est-ce qu'il y a une propension naturel, d'ailleurs qui reste à définir. Est-ce que, comme je disais, ça vient de la culture, de la religion, de l'éducation, de quoi que ce soit, de la biologie, pourquoi pas, mais est-ce qu'il y a une propension, oui, à ce que les Asiatiques soient disciplinés et discrets, les Algériens, les mecs du Maghreb à faire du bruit, à se parler à 20 mètres de distance dans la rue, les Africains à danser et à baiser, tu vois, les Américains à avoir les dents blanches, je sais pas quoi, tu vois, je veux dire, est-ce qu'il y a des propensions? Ouais, moi je suis pour le dialogue. Oui, si jamais c'est autorisé par la loi, bien sûr. Bien sûr qu'il y a des propensions. Je pense qu'il y a une propension de l'homme français et de l'homme allemand et de l'homme, ouais. je sais pas quel pays, à discuter comme nous le faisons en se servant des coups à boire. Oui,
Oui, évidemment. Ouais. Évidemment. Il y a une propension à boire du rosé, à boire de la bière, à boire je ne sais quoi, du pastis, machin, en France. Il y a une propension à boire du pastis à Marseille. Il y a une propension Voilà, c'est ça, d'accord. Je te suis, bière, oui, oui, oui. dans le Nord, et il y a une propension à ne pas boire de vin en Arabie Saoudite. Absolument, oui, oui. C'est une logique implacable. Implacable. Est-ce qu'il y a une propension pour les femmes françaises à aller à la plage en bikini, comme ta femme et comme ma femme? Oui. Oui, ça semble évident. Oui, oui, Est-ce oui. qu'il y a une propension pour les femmes en Arabie Saoudite? Je ne sais pas s'ils ont des plages, il me semble. Oui, ils en ont. Ouais. Ils en ont quelques-unes. Dommage pour eux. Ouais. Pour les femmes en Arabie Saoudite à ne pas aller à la plage en bikini, oui, c'est évident. Et là, on en revient à ce que tu disais, c'est-à-dire à avoir le droit d'observer la réalité et à ce que ce soit primordial qu'on ne nous travestisse pas la réalité. C'est ça, hein? Oui, oui, tout à fait. On en revient à cet état de fait qui dit que à un moment ou un autre, c'est la folie quand même, hein. Ouais. Le jour où en Arabie Saoudite, tu réussis à faire en sorte que autour de la Kaaba, où tournent les musulmans du monde entier qui y vont parce qu'ils doivent faire, je ne sais plus comment ça s'appelle, le pèlerinage, si tu organises une guêpe qui tourne autour de la Kaaba, au bout d'un moment, ça va mal se passer. Ouais. Les gars vont dire attendez, arrêtez de déconner, c'est pas l'endroit pour faire ça, on est en Arabie Saoudite, arrêtez les conneries. Eh ben, c'est exactement la même chose. En France, on a accepté un tas de choses, qu'on soit d'accord ou qu'on soit pas d'accord. Moi, ma femme en bikini à la plage, ça ne me dérange pas. Elle est pourtant à côté d'autres femmes en bikini, bon, qui ne seront jamais aussi belles qu'elle, on est d'accord, mais qui sont belles aussi. Et ben, le fait qu'elles soient en bikini ne me dérange pas, parce que ma culture fait que même s'il y a une femme en bikini avec un joli petit cul, eh bien, je n'y toucherai pas. Et si j'y touche, je suis un criminel, et elle n'a pas à se voiler ou à se couvrir pour couvrir l'éventuel dérapage que je ferais. Ouais. Là, je suis en train de venir sur un terrain qui est un petit peu touchy, mais je veux dire, c'est quand même la vérité. Je veux dire, est-ce qu'on va envoyer des femmes qui vont dire je suis musulmane? Ok, il n'y a pas de problème. Je vais faire le pèlerinage à la Mecque. Je sais pas si les femmes peuvent le faire, peut-être qu'elles peuvent. Je sais pas. J'ai pas l'impression. Elle dit, je veux le faire en bikini. Ça va pas le faire. Ah ouais. Ça ne va pas le faire. Ouais. Et je veux dire, au bout d'un moment, j'arrive à me mettre dans la peau d'un Saoudien qui dit oui, absolument, oui. Pas avec les fesses salaires, parce que d'ailleurs les hommes non plus n'ont pas les fesses salaires. Je pense qu'un mec qui voudrait faire le tour de absolument. Les fesses salaires, il n'aurait pas le droit non plus. Et comrade, en Arabie Saoudite, on n'a pas le droit. En France, on a le droit. Oui. Alors, oui, absolument. Mais oui. C'est pour ça que je te dis que l'idée d'ordre mondial à la fois me semble inquiétante et à la fois me semble irréalisable. Tu ne peux pas diriger un monde qui dit que les femmes ont le droit d'être en bikini si elles veulent, que l'autre gars a le droit d'être à moitié libanais, à moitié blanc, à moitié noir, à moitié homme, à moitié femme, ni l'un ni l'autre, et des gens qui pensent que une femme doit se couvrir. Oui. Et d'ailleurs, ça c'est la tolérance, ce que tu dis, c'est-à-dire laisser exister autre, tu vois. Alors moi, ce que je voulais te dire, c'est dans le chat, il y a matricule 170, tu vois, qui dit c'est la réalité constatable. Matricule 170. Ouais. Il dit c'est la réalité constatable. Et moi, comme j'avais mal lu, j'avais lu la réalité contestable. Mais finalement, c'est ça, tu vois, on va dire le gauchisme ou certains penchants comme ça, c'est de contester la réalité, tu vois. Et c'est comme on a vu le mec qui dit non, moi je suis non binaire, je suis à moitié libanais, je sais pas ce qu'il dit le mec. C'est ça, c'est entre la réalité constatable et la réalité contestable. Et c'est peut-être ce qui peut enfin moi il me semble que ça nous aiguille entre la folie et la raison, mais enfin bref, on passe sur Comrade, sur un petit fait divers comme ça, c'est juste pour voir si tu rebondis dessus, et après on va s'arrêter là si tu veux bien.
Et je te remercie d'avoir, comment on dit, d'avoir été là, quoi. Alors bon, alors là je suis sur Actu 17, hein, donc c'est un site qui relaie les affaires de police. Alors j'ai sélectionné quand même le titre, mais enfin. Donc là j'ai pompiers tués, les soldats du feu demandent l'aide des forces de l'ordre. Donc c'est un article qui date du 5 septembre 2018, après Jésus-Christ toujours. Alors je vous lis... Ouais, je vous lis... Oui. Non, excuse-moi. Allô. Ouais, tu m'entends? Ouais. J'ai pas compris ce que tu as dit parce qu'il y a eu des interférences. Ah, excuse-moi. Tu as dit Actu 17, je n'ai pas compris ce que tu as dit jusqu'à force de l'ordre. D'accord, je te dis. Tu veux bien ouais. répéter ta question. Bon, ça va, tu m'entends là? Là, je t'entends. Ok. Alors, donc je te lis le titre. Pompiers tués, les soldats du feu demandent l'aide des forces de l'ordre. C'est un article qui date du 5 septembre 2018, après Jésus-Christ. Alors... les collègues du pompier tué en service tirent à la sonnette d'alarme. Je sais pas si ça va te faire réagir. Enfin, c'est histoire de se quitter sur un truc, sur une touche un peu plus légère. Tu m'entends, ça va? Ouais, bon, super. Alors, les collègues du... ouais, non, ça je l'ai lu. Le sapeur-pompier Geoffroy Henry, 27 ans, a été tué en intervention de Val-de-Marne par un individu en crise de démence. Ce mercredi, la Fédération autonome des sapeurs-pompiers, blablabla. Alors, on n'a pas fait le choix de rejoindre les forces de sécurité, on a fait le choix de rejoindre le service public de secours. Sur France Info, André Goretti a déclaré « Ce que nous réclamons depuis de nombreuses années, c'est l'accompagnement par les forces de l'ordre. Lorsqu'il y a des interventions, donc là on parle de pompiers, à risque sur des cas de démence, des feux de poubelle, des feux de véhicules dans des zones prioritaires ou autres organisations de guet-apens. Il faut que les sapeurs-pompiers soient accompagnés, mais il n'y a pas de réponse de la part du ministère de l'Intérieur et pour autant on nous demande d'intervenir. On n'a pas le choix de rejoindre les forces de sécurité, on fait le choix de rejoindre le service public de secours. » Bon, en fait, en gros, c'est les pompiers qui en ont plein le fion d'aller au casse-pipe. Est-ce que tu as un avis là-dessus? Est-ce que tu es anti-pompier? Enfin voilà, je sais pas, ça t'inspire ou pas? Pas forcément. Hein. Oui, ça m'inspire. Je te demande juste 2 minutes parce que j'ai un truc à faire. D'accord, ouais, fais donc. Ben, je finis la lecture de ce que j'ai à lire. Donc c'est accompagné d'un tweet de préfet de la Drôme. C'est avec une très grande émotion que le préfet Eric Spitz a appris le décès en service commandé du sapeur première classe Geoffroy Henry, engagé au sein de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du CS de Saint-Marcel-les-Valences en qualité de sapeur-pompier volontaire. Donc là, il y a sa photo. Voilà, c'est un jeune gaillard coupé en brosse, les yeux bleus, un bon blancos, un white. Voilà, un sapeur-pompier qui s'est fait buter par un dément, mais il semble que la revendication joigne aussi les feux de poubelle et les quartiers sensibles. Donc bon. Ouais, t'es revenu comme Rad? Ouais, je suis là. Ouais, ben voilà, oui. J'ai écouté ta description, tu m'as dit que c'était un blond coiffé en brosse, ouais. Avec les yeux bleus, etc. Donc je suppose que c'est un mâle blanc privilégié qui, dans l'esprit de certains cerveaux que je me permets de qualifier de malades à mon tour, représente l'un des symboles de l'oppression blanche sur la société. Or, c'est un gars qui s'est rendu sur un lieu quelconque où il était question de porter secours à une famille et à une personne qui se trouve ne pas être blanc et privilégié. C'est-à-dire que cet homme-là ne s'est pas dit « Oh putain, je suis un putain de blanc privilégié, je déteste pas les Arabes, j'en avais rien à foutre de ce noir ou de cet Arabe, je vais quand même aller lui porter secours. » Donc, ont tous été condamnés pour des Ce type-là est mort. faits liés au terrorisme.
quelle que soit la couleur de l'eau. Mais ils sont loin d'avoir tous le même pédigré. Alors attends, excuse-moi, je suis en train de me battre. Les gens qui nous cassent les couilles avec... la liste des détenus que j'ai vus qui étaient ensemble, il y a des gens qui collent pas du tout les uns avec les autres. C'est tout. Attends, comment, excuse-moi. C'est un corps. Pour en connaître quelques-uns. C'est un corps. Quoi? Attends, parce que je me bats, j'ai cliqué sur un truc, c'est la folie. Ouais, excuse-moi, parce qu'il y avait le juge Trévidy qui parlait en même temps que toi, j'ai cliqué sans faire exprès, excuse-moi. Si tu veux reprendre juste un peu avant, merci, excuse-moi. Hein. Par contre, il y avait le juge Trévidy qui parlait en même temps que moi? Ouais. Ok, tu lui fais un bisou de ma part et tu lui demanderas qu'il me rende mon peigne. Ça marche, mais aussi de savoir qui le protège, parce que lui, à mon avis, lui, il est en sursis, quoi. Enfin, je sais pas, c'est chaud, mais ouais, excuse, je suis désolé, j'ai fait une manip à la con. Non, mais voilà, les pompiers qui se prennent, les pompiers, ouais. Ce que je disais, c'est que ce type-là, si tu veux, à la base, c'est un bon blanc. Que certains qualifient de blanc privilégié oppressif, qui a fait don de sa destinée, de sa vocation professionnelle, pour aider n'importe qui dans notre pays. Je veux dire, il n'y a pas de pompier à qui tu téléphones en disant bonjour, je suis madame Wakanda, machin, je sais pas quoi, et ma grand-mère a un arrêt cardiaque, venez la sauver. Il n'y a pas de pompier qui te dit ah ouais, non, vous êtes noir? Non, je viens pas. Ça n'existe pas en France. Un type qui appelle en disant oui, mon fils Rachid s'est fait une plaie à la jambe, il pisse le sang. Il n'y a pas de pompier en France qui dit ah mais il s'appelle Rachid, j'en ai rien à foutre. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc il y a dans les pompiers, il y a des noirs, il y a des arabes, mais on est d'accord, il y a quand même beaucoup de blancs. Et ben tous ces gens-là se déplacent dans la France entière, dans n'importe quel quartier, pour aider n'importe quelle personne de n'importe quelle origine ou même nationalité. C'est-à-dire que si tu es le père d'une personne non française qui vient d'arriver en France, qui est même admettons, tu connais un migrant pakistanais, il n'a pas de papier, etc. Tu appelles les pompiers, je suis prêt à les jurer sur ma fille, tu téléphones et tu dis mon fils ou mon beau-frère migrant sans papier pakistanais s'est blessé, venez m'aider, les pompiers viendront quand même. Ouais. Ça c'est certain. Ouais. C'est certain. Et donc, déjà, ça permet de remettre à leur place Rokhaya Diallo et tout. Et comment elle s'appelle l'autre conne? Je m'en rappelle plus. On s'en fout. Cherchons pas. Il y en a trop. Qui disent nous sommes victimes de racisme systémique et nous vivons dans un pays raciste. Je suis pas d'accord parce que les pompiers sont la preuve du fait que nous vivons dans un pays qui respecte la vie humaine, quelle qu'elle soit et d'où qu'elle vienne, et quelles que soient ses capacités à payer ou à cotiser pour payer le fonctionnement des pompiers. Ça, c'est une première chose qui me semble importante à dire, même si on est un petit peu hors sujet. Après, tu me dis, ce pauvre pompier a été poignardé. Ouais. Je pense que c'était peut-être effectivement un déséquilibré, parce que les déséquilibrés de nos jours, à chaque fois qu'il y a un mec qui se met à tuer les gens, on dit que c'est un déséquilibré parce que c'est quand même vachement plus pratique, parce qu'on psychiatrise le problème plutôt que d'essayer de comprendre les explications sociologiques et ethniques ou les incompatibilités ethniques entre les différentes ethnies. C'est intéressant de pouvoir toujours dire que c'est psychiatrique. Mais là, si moi, tel que j'ai lu l'article, je l'ai bien lu, il me semble que c'est la maman de ce type qui a appelé les pompiers parce que le type était déjà en crise de démence et quand les pompiers sont arrivés, ils se sont fait poignarder. Donc peut-être que le gars, effectivement, est un fou quelconque qui a poignardé les pompiers comme il aurait poignardé n'importe qui. Maintenant, le vrai problème, c'est que des pompiers qui viennent dans un autre contexte, porter secours à n'importe qui, dans certaines régions, contrées, dans certaines banlieues de France, se prennent des cailloux sur la tronche.
Bon Dieu, on est en face de gens qui viennent sauver n'importe quelle maman, qu'elle s'appelle Marie, qu'elle s'appelle Afida ou qu'elle s'appelle, je sais pas, Bintou. Ils se prennent des cailloux sur la gueule. Je veux dire, les gars qui font ça ne sont pas des gens compatibles avec l'idéal. La civilisation, j'allais te dire. Ouais. Qui est le fait que les gens qui viennent sauver une des mamans de ta cité, de ton quartier, de ton village, tu leur jettes pas des cailloux parce que, bordel, t'es censé être suffisamment intelligent pour comprendre, espèce de connard, que si tu leur jettes des cailloux, ils vont peut-être arriver en retard. Ouais. Et que peut-être qu'il y a une des mamans, parce que peut-être que à toi ça t'intéresse plus parce qu'elle est de ta communauté, et bien peut-être que toi, trou du cul, chez une femme de ta communauté, d'être sauvée par des pompiers qui étaient peut-être des blancs, et que tu as préféré leur jeter des cailloux, sale connard, plutôt que de les laisser sauver la maman d'un de tes copains ou de l'un de tes voisins. Je trouve ça complètement incroyable. Et tu vois, je sais que tu m'as dit qu'on allait en finir bientôt, mais ça me rappelle une vidéo que j'avais faite à propos de Houria Boudelja, où elle disait, bon, elle avait dit des trucs de fou du genre, voilà, notre discours, c'est de dire que le colonialisme, c'est quelque chose qui fait que vous avez une dette envers nous, et si tu ne veux pas le prendre, si tu ne veux pas comprendre notre discours, ce sont tes enfants qui vont payer. Ah oui. Un truc comme ça. Et après, elle a dit, et si vous ne comprenez pas ça, un jour, les pompiers ne pourront plus rentrer. Les pompiers, la police ne pourront plus rentrer dans le quartier. Aucun blanc ne pourra rentrer dans le quartier. Et bordel, ce jour-là, les honnêtes gens de ces putains de quartiers, comment ils vont faire? C'est-à-dire qu'ils vont devoir aller voir Houria Boudelja pour lui demander de réanimer sa maman qui syncope. Parce que cette conne est en train de me dire que si on n'acceptait pas de se soumettre au discours de la République, eh bien un jour ou l'autre, plus aucun blanc. Ouais. Ne rentrerait dans les quartiers. Il fait une crise cardiaque, il devrait dire ok, bon, on essaye de monter une équipe uniquement de noirs ou d'arabes. Bien sûr. Et on va y aller, mais si on n'a pas d'équipe de noirs ou d'arabes. Oui. Ah, attends, ça déconne un peu. C'est où? C'est con. Oui. Et ça me met sur le cul. Quoi. Bah oui. Voilà, je pense que. Ouais. Ah, attends, ça déconne un peu, tu m'entends ou pas? Moi j'ai du mal à... T'es encore là? Ouais, voilà, ouais. Ça déconne un peu sur la fin, mais t'inquiète pas, on a entendu. Ben, merci pour cette réaction. Après, et c'est pas le sujet le plus léger pour se quitter. Tu m'entends, ça va? Ah, c'est moi qui t'en... Bon. Non, j'ai entendu... Attends, je te rappelle. Attends, je te rappelle. Okay. Comment je fais pour le rappeler? Je le rappelle... C'est où, putain? C'est là. Là. Alors on patiente un peu le temps que je rappelle Comrade. Ce sont les aléas du direct. Merci d'être là. Hein. Je sais pas si vous nous écoutez en replay ou en direct. Ouais, Comrade, t'es là? Ouais, je suis là. Super, tu m'entends? Ouais. Bon, super. On t'entendait, mais à la fin, ça crachouillait un peu, mais t'inquiète pas, on a compris, on t'a entendu. Ben non, je te disais, c'est... Dommage. De quoi? Ah non mais on a compris. Alors tu sais, je te disais, c'est pas le top hein, c'est-à-dire je t'envoie sur un truc un peu négatif parce qu'après on va se quitter, donc c'est un peu dommage. Alors mais sinon, toi alors donc c'est quoi, tu nous prépares une vidéo, t'es en train de bosser sur une vidéo, c'est ça, sur ta chaîne, histoire de se quitter sur un truc un peu plus léger?
Quoique, ça dépend le sujet que tu vas aborder, mais... Ah, ce sera pas plus léger. Je pense que les gens ne me connaissent pas. D'ailleurs, peut-être d'ailleurs, Vivek, que tu ne me connais pas. Ouais, c'est possible. C'est-à-dire? Peut-être que, je sais pas. Est-ce que tu as écouté certaines de mes vidéos ou pas? Oui. Alors toi, je te connais. Alors pas les récentes, tu vois, parce que j'ai pas le temps, franchement, enfin, je sais pas, j'ai pas trop le temps, mais oui. Moi, je te connais depuis longtemps, en fait. J'ai l'impression, tu vois. Ça fait combien de temps que tu es sur YouTube? Je dirais, sur ce qui est récupérable sur YouTube, ça doit faire... Non, mais pas les premiers trucs que personne... 10 ans. Ouais, voilà. Après, je sais pas, pas les premiers trucs que personne regardait, tu vois, mais moi, ça fait longtemps que je te connais, tu vois. Je sais pas, moi, je saurais pas dire, tu vois. Je me souviens de vidéos, et je crois que je te l'avais déjà dit, tu me faisais plaisir, bordel de merde. Et quand je jure comme ça, c'est parce que c'est parce que ça faisait plaisir. Merde, j'entendais un mec qui se lâchait, tu vois. Alors je crois que c'était en audio, t'étais pas dans ta bagnole, hein. T'étais pas voilà, c'était en audio, ouais. Pas encore. Absolument. Et je crois que c'était toi. Non, pas encore. Ouais. Je me disais, putain, mais il est fort, lui. Est-ce qu'il écrit ses textes, ou alors est-ce que c'est en impro, sa prose, parce que t'avais le sens des formules et tout, tu sais, tout ça, et je trouvais ça percute et tout, tu vois. Et ouais, voilà, moi, les souvenirs que j'ai, enfin, là, je te ressors la première impression que j'avais, l'engouement, tu vois, du début, et c'était super, quoi. C'était super. Après, moi, depuis, si tu veux, comme je suis passé, on va dire, moi aussi du côté du manche, où je propose des choses, tu sais, on est un peu moins viewer finalement quand on propose des choses. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, j'ai pas trop porté attention à tes vidéos plus récentes. Voilà, c'est tout. Mais attends, mais d'ailleurs, est-ce que c'est moi, est-ce que je me trompe, ou est-ce que c'est pas que t'as changé de braquet un peu dans le style des vidéos, mais enfin, je veux dire, hormis le fait que tu sois dans ta bagnole, avant tu nous faisais un truc avec un micro de fou, non, un vrai micro de studio presque, on aurait dit, où j'ai rêvé. Non, je le faisais avec un micro, comment on appelle ce truc? Un micro-casque? Un dictaphone pourri. Ah ouais, d'accord, ok. Non, même pas un dictaphone. Ouais. Je faisais tout au dictaphone. Et au bout d'un moment, si tu veux, effectivement, tu as raison. J'écrivais. Ah, tu écrivais, mon salaud. Parce que franchement, ouais. Mais c'est bien, oui. Parce que j'aime beaucoup écrire, et j'ose espérer que le jour où ma boîte me licenciera, je me mettrai à écrire. D'accord. Des romans, des essais, ce genre de conneries. Simplement, en l'état, je n'ai plus le temps. D'accord. J'ai plus le temps matériel avec mes gosses, avec tout ce bordel. Ouais. D'accord. Tout ce bordel, que ce ne soit pas vu comme quelque chose de péjoratif. Oui, bien sûr, évidemment. J'ai plus le temps d'écrire. Oui. Donc, j'ai trouvé ce pis-aller d'accord. qui consiste à parler de ma bagnole. Et à titre personnel, ouais, je suis d'accord. En termes de qualité, de précision, il y a une déperdition. Mais il y a aussi un gain en sincérité. Ouais, absolument. Ouais, je comprends bien. Oui. Donc, de temps en temps, je refais des vidéos que j'écris. Non, mais j'ose espérer qu'il n'y a pas trop de disparité entre les deux. Ouais. Non, mais moi je voulais pas, tu vois, je voulais pas te dire c'était mieux avant, tu vois. Mais moi c'est vrai que c'est ce que je t'ai dit, tu vois, vu que je fais des vidéos, j'ai moins le temps de regarder, même si j'essaie quand même de tout regarder. Mais moi j'avais vraiment souvenir d'un Comrade. Franchement, tu m'as troué le fion, hein, mon salaud, quand j'y repense. Mais tu vois, c'était aussi un parcours, tu sais, et c'est aussi des saillies qui tombent à des moments où il n'y a pas grand monde, tu sortais les trucs et tu avais le sens de la formule comme ça. Alors c'est vrai que c'était écrit, et moi je trouvais qu'il y avait un bon son à la voix, parce que bon, je m'attache aussi au niveau du son, donc tu vois, tu me dis que c'était avec un dictaphone old school, pourquoi pas. Mais non, et alors moi je tiens à vous signaler que Comrade, il déchire en dessin, il s'est vachement bien dessiné, hein. Bien vrai, Comrade?
Bah oui. Attends. C'est gentil. Bah attends, ça va. Bah non non attendez. D'ailleurs, si parmi les 15 ou 16 ou 25 viewers oui. Il y en a qui ont envie d'acheter des tableaux ou des sculptures, bon, qu'ils n'hésitent pas à venir voir. Bientôt, je montrerai un Instagram. Mon gamin m'a dit qu'il faut monter un Instagram. Eh ben écoute. De gens qui font de l'argent disent ça. Ah bon, je savais pas. Ouais, d'accord. Je suis aussi sculpteur. Ah ben voilà, ben oui. Ah ouais, ça m'étonne pas. Mais ah, putain, alors moi j'ai dit à Comrade, vas-y, fais les dessins pour les droitards et moi je suis sûr qu'il y a un marché pour les droitards et tout. Vas-y, en plus t'as des trucs à dire. Mais tu vois, moi je pensais à la Papacito et là, bon, je raconte un peu. Hein. Et là, Comrade il m'envoie des trucs sur Messenger, tu vois, des dessins, des putains de dessins compliqués, mon pote. Non mais laisse tomber quoi, tu sais, des putains de trucs, ça en finit plus quoi. Le truc, tu te dis, mais il a passé 75 heures à faire ce dessin quoi. Et c'est super bien fait. Et je voulais savoir comment dire, ce qui te sert d'image d'avatar, c'est toi qui l'as fait ou c'est... Oui, bien sûr. Bah voilà, oui, c'est évident. Rien autour de moi n'a été créé par quelqu'un d'autre que moi. Enfin, en fait, si tu veux, une fois que tu dessines et que tu aimes ça, moi c'est mon cas depuis que j'ai 4 ou 5 ans, et t'es pas capable d'avoir un avatar. Ouais, je comprends bien, voilà. Oui. Que ce soit que tu n'es pas créé. Oui. En fait. Non mais attends, pour les gens qui nous écoutent maintenant, mais qui nous écouteront aussi en replay, quand je mettrai ça en place, les replays, mais enfin, je veux dire, ils vont, et moi je serais eux, je te prendrais la tête. Regardez comme il dessine, vous voyez un peu l'avatar qui s'est fait, c'est lui qui l'a dessiné, bordel. C'est un putain de droitard. Moi je dis, il faut que tu nous fasses des putains de BD de droitard. Après, il bosse, il y a la gestion du temps, tu fais comme tu peux, puis peut-être qu'il a pas envie, mais enfin, voilà, c'est super. Et donc tu sculptes aussi, putain, ça doit être un merdier de sculpter aussi. Ouais, d'accord. Bon, bah c'est super en tout cas. C'est un sacré putain de merdier. Genre de truc que tu te retrouves sur ton balcon avec une plage sous les pieds, c'est-à-dire que tu as les pieds dans le sable, ouais. Sauf que le sable, en fait, c'est ce que tu as sculpté et raboté, de la pierre ou du Zipporex, des saloperies que tu as sculptées. D'accord. Et toutes ces merdes. Ouais. C'est très très chiant, mais au final, hein, tu es assez content. Ah, c'est super. Bah écoute, c'est très bien ça. Bon bah écoute, je te remercie d'avoir accepté de participer comme ça, parce qu'on est en catimini et bon, ça me fait super plaisir. Bon bah alors, c'est quand que tu la sors ta vidéo, tu le sais ou pas encore? Je dirais demain ou après-demain. Ok, ça marche. Bah de toute façon, je suis abonné, hein. Ouais. Ça me fait plaisir. Si je ne m'abuse. Et puis, cher ami, le jour où tu passes sur Lyon, tu peux venir boire une petite bière à la maison. Ça marche, avec plaisir. Je suis pas trop sorti de mon chez moi jusqu'à présent, mais qui sait, peut-être. Avec grand plaisir. Si tu as une raison, t'hésites pas. Et puis, j'espère qu'on se refait de temps en temps des petites discussions comme ça, parce que c'est très agréable. Ben c'est super. Ben je te cache pas, bon en fait, bon là je sais pas si ça marche mais on s'en fout. J'aimerais voir pour on va dire la première où je fais une émission vraiment un peu d'envergure entre guillemets, d'accord. Je compte te solliciter Tepa, Conversano, des droitards, tu vois, et qu'on se fasse un truc à plusieurs, tu vois, une partouze de droitards, ok. Donc je me remanifesterai à ce moment-là et tu me diras si t'es dispo. Mais je ferai ça, comment dire, je prévoirai, ce sera pas. Et les mecs, un quart d'heure avant, on débarque, tu vois. Voilà. Ah ouais, honnêtement, si tu fais ça, préviens-moi à l'avance. Oui. Parce que ouais, ça me dirait vraiment bien. Tepa, tu doutes que je l'apprécie beaucoup. Oui. Conversano, j'ai pris sa défense dernièrement dans une vidéo que j'ai fait à propos de Soral. Ouais. Parce que j'ai véritablement eu du mal avec l'attitude de Soral. Ouais, absolument. Avec Conversano. J'ai vu cette vidéo. Ouais. Mais ça m'a valu pas mal de controverses. Ça m'étonne pas. Donc n'hésite surtout pas, parce que moi, si tu veux, je suis pas d'accord avec tout ce que dit Conversano. Oui. Mais Conversano est un type dont je pense que il a beau être assez extrême sur ses idées, je pense que c'est un mec... comment dire? Moi, je pense que c'est... Je pense qu'il ferait pas de mal à une mouche. Oui. Et moi, je l'aime... Enfin, mais tu sais...
Je l'aime bien. Et... Mais oui, mais tu sais, moi je crois que... Et ça me plairait de discuter avec lui et de mettre, de voir avec lui, mais mec, qu'est-ce que tu penses de ça et Mais de oui, ça? mais bien sûr. Ça me plairait bien. Avec Topa, moi je sais déjà ce qu'il me dira, donc. Ouais. Mais c'est un mec bien, c'est un mec qui sait ce qu'est la liberté d'expression, qui sait ce qu'est concevoir un débat et la liberté de débat à la française. Ouais. C'est Topa aujourd'hui qui incarne ça. Absolument. Ça me fait chier parce que il y a une prod quelque part dans l'univers qui est d'accord avec moi à ce propos, mais c'est pas grave. Je pense que Topa, c'est quelqu'un d'important ah ouais. dans le milieu. Ah mais moi je l'ai toujours soutenu Topa, tu sais qu'à chaque fois qu'il fait une prestation et tout, mais les autres aussi, je leur envoie un petit message, ça coûte pas grand chose, tu vois, sur Messenger, mais bravo les mecs, c'était bien, tout ça, enfin voilà, moi je les soutiens, je les encourage. Tu sais quoi, mais c'est qui les autres? Voilà, les autres, je sais pas, là comme ça j'en sais rien, je te dirais Conversano, mais je sais pas moi, même des mecs plus petits, moins connus, tu vois, voilà. Moi quand je vois des mecs qui se bougent le fion, bon ben à droite c'est vrai, ben je leur envoie un soutien comme ça quoi. Bon. Eh ben t'as raison. Je le fais quoi, ouais. C'est ce qu'il faut faire. Ouais. Et d'ailleurs, même Topa, après on se laisse, même Topa, je lui ai dit, c'est bien, t'as fait un placement produit récemment, tu sais, il avait fait une des dernières vidéos avant la pause de l'été, c'était un placement produit pour Game of Thrones, non, pas Game of Thrones, je sais pas, un jeu vidéo, tu sais. Je sais pas si t'as vu ou pas sur sa chaîne. Ah non. Il me semble que Topa a créé un jeu, enfin avec Topa TV ou je sais pas quoi. Comment il s'appelle ce truc? Mais ils ont créé un jeu, c'est pas un placement de produit. T'es sûr? Ah ben alors je me suis trompé alors. Non, c'est pas un placement mais de produit. Si Sur sa chaîne. Mais non. C'est un placement de son propre produit. Ah bon? Le jeu en question. Mais c'est Clash of Clans. Non, c'est pas Clash of Clans. Ah. Putain. D'accord. Comment ça s'appelle? Ah parce que j'ai vu un truc du genre Exodus, je sais pas quoi. Ah d'accord. Non. Si j'ai bien compris, c'est lui et ses équipes qui ont développé le jeu. Alors moi j'avais vu qu'ils avaient développé un produit, et d'ailleurs ça je trouve que c'est très bien, tu vois, je veux dire, des mecs ils développent, c'est super, tu vois, c'est pareil, j'encourage. Bon moi ce qui me semblait c'est qu'ils avaient que Topa avait fait un placement produit pour Clash of Clans, et je crois que c'est ça quand même, hein. Et moi je lui ai envoyé un message pour lui dire bravo pour ton placement produit. Après bon, j'ai dû un peu m'expliquer parce qu'il a dû croire que je me foutais de sa gueule, mais je veux dire, j'encourage les droitards à faire des placements produits, à grossir, à grandir. Toi Comrade, je t'encourage à faire de la BD, à vendre des sculptures de la BD. Je sais pas, moi j'ai envie comme ça d'encourager les droitards, j'ai pas envie d'encourager les gauchos, excusez-moi. Et donc voilà, c'est juste pour dire. Bon, je te remercie Comrade, à bientôt, bonne soirée, et on reste en contact. Ça marche, VV, on se parle bientôt. Ça marche, allez, merci, à bientôt. Bonne nuit, dors bien. Merci, ciao. Non, je veux pas noter la communication, on me prend la tête ce truc. Bon voilà, on était avec Comrade, j'espère que ça a fonctionné chez vous. Déjà, j'espère que ça a fonctionné chez vous. C'est la première espérance que je vais avoir. Je crois que ça a été à peu près. Merci d'avoir été là. On va se quitter là bientôt, hein, parce que j'en peux plus, j'ai même pas bouffé quoi. C'est quoi? C'est minuit, c'est n'importe quoi. Je devais même pas faire de live ce soir, tu vois. Je l'ai même pas annoncé ce live, hein, les mecs. Hein. Ouais, bon, ben vous avez entendu, c'est vrai. Alors bon, j'ai livré mes cartouches avant même de les avoir chargées, mais ouais, moi je compte pour une première émission sympathique, on va dire. Ben, contacter des sympathisants, bien sûr. Ben voilà. Hein. Bon, je vous remercie d'avoir été là, et dites-moi au revoir sur le chat s'il vous plaît, pour que je sache qu'on n'était pas seul avec Comrade. Peut-être que je vais créer une chaîne sur YouTube. Une nouvelle chaîne, histoire de poster ce replay, parce que ça va, ils vont pas nous faire chier avec les droits d'auteur pour je sais pas quoi, il y a pas trop. Ah salut, tchuss, merci. Et c'est bon, on n'a pas tenu de propos qui tombent sous le coup de la loi. Ouais, de toute façon on s'en fout. Bon, allez,
Ah putain, ils m'ont gavé, quoi. Ah, ça vous a gonflé? Ah, bah c'est pas grave. Bon, allez, merci, à bientôt. Portez-vous bien. Mangez des légumes, des fruits, mais aussi et surtout des protéines animales. Votez à droite. Voilà, sentez-vous fiers de vous-même, mais tapez pas sur la gueule de votre femme non plus. Hein, vive les Africains, je sais pas quoi dire. Salut Mélanie. Bon, c'est ma conclusion. Allez, portez-vous bien. Je raccroche. Hein. Je suis toujours trop long dans mes conclusions. Hein. Bon, écoutez, on va faire un petit bilan. Bon, je pense que la soirée s'est plutôt bien passée. Hein. Au niveau technique, ça a suivi. Bon, sinon, ouais, je trouve qu'à un certain moment donné, bon, après, c'est pas...